Bonsoir et bienvenue dans la série Les Guerres Invisibles, une production 100% indépendante réalisée par l'agence d'information Citizen Light. Ce soir, nous allons revenir une nouvelle fois sur le sujet des ondes électromagnétiques. Vous allez me dire, encore une fois les ondes ? Mais vous inquiétez pas, vous allez être surpris. Malheureusement, nous allons être bousculés ce soir. Nous allons parler des ondes électromagnétiques, plutôt avec l'usage, on pourrait dire, d'armes sur les êtres humains, en tout cas d'outils d'influence sur les êtres humains. Pour parler de ce sujet, nous avons la chance d'avoir deux invités. Tout d'abord, Patrick Joland, bonsoir. Bonsoir à vous, bonsoir chers auditeurs. Merci d'être présent sur le studio de Citizen Light, c'est vraiment un grand plaisir. Donc, on vous accueille dans le cadre de votre ouvrage 31 octobre 2023 que vous avez coécrit avec Nassima Bouzroura. Bonsoir. Bonsoir. Merci à vous. Donc, Patrick Joland, vous êtes docteur en électronique. Oui. Et vous, Nassima, vous êtes médecin. Médecin vasculaire, oui. Médecin vasculaire, voilà. Donc, ce soir, nous allons traiter de cet ouvrage dans lequel on pourrait dire c'est une forme de rapport, un rapport d'étude qui vient référencer, agréger une quantité de brevets qui sont aujourd'hui disponibles pour le grand public. Et donc, malgré certains aspects un peu de science-fiction parfois qu'on pourrait avoir au vu des dires, des propos dans votre livre et des propos que vous allez entendre ce soir, l'ensemble de votre ouvrage réunit donc, je sais pas, peut-être une cinquantaine de brevets qui montre depuis les années 1970 jusqu'à 2024 ou 2023 peut-être les derniers brevets, qu'est-ce qu'on peut faire avec les ondes électromagnétiques sur les êtres humains, quelles sont les technologies à disposition, en tout cas quels sont les brevets qui affirment pouvoir influencer l'individu dans sa psyché à travers tout notre environnement. Et donc ce soir c'est vraiment on va apprendre des choses qui vont nous bousculer, je le disais. Moi, j'ai été bousculé à la lecture de votre ouvrage. Peut-être avant de commencer vraiment à parler du contenu et de ce sujet, j'aimerais que vous vous présentiez un peu plus longuement pour aussi montrer de quelle colline vous vous exprimez et savoir quelle est votre légitimité aujourd'hui à écrire un ouvrage ou en tout cas un rapport de recherche sur les ondes électromagnétiques et l'usage qu'on peut en faire. Donc, à tour de rôle, je ne sais pas, Nassima, si vous voulez commencer aussi, nous partager pourquoi vous avez collaboré avec Patrick, quel sens ça avait pour vous ? Alors, donc moi, je suis médecin dans une formation à la fois classique et non classique. C'est-à-dire que je suis bien sûr diplômée de médecine. J'ai fait aussi une capacité d'angiologie, donc c'est la médecine vasculaire. Mais parallèlement, je me suis beaucoup formée donc, sur tout ce qui est ondes. Donc, j'ai un diplôme de laser médicaux. Et j'ai aussi été, donc là je suis en train de me former aussi encore de façon plus académique en Suisse, parce que en Suisse c'est plus facile qu'en France sur justement la lumière et les ondes lumineuses et les ondes de couleur, c'est-à-dire la chromatothérapie, mais à un niveau donc assez élevé. Chromatothérapie. Oui, la chromatothérapie, et c'est fondamental parce qu'en fait, et c'est pour ça que je voulais absolument témoigner, et faire partie justement de cette aventure, c'est de montrer comme toute science, il n'y a pas de chose qui soit bonne ou mauvaise, il y a l'application qui est néfaste ou l'application qui est bénéfique. Mais j'allais dire que, comme le Covid a pu montrer l'importance, donc j'ai pu faire la préface du livre de Jean-Marc Sabatier, a pu montrer l'importance de l'eau, parce que c'était le système rénine-angiotensin-aldostérone, donc de l'eau et des électrolytes, donc de la source, puisque nous sommes à 99% de molécules d'eau. Donc une onde, par définition, l'onde, et à la recherche, je dirais, moi mon thème c'est à la recherche de l'onde pure. Donc, et là c'était le pendant par contre des ondes électromagnétiques qui justement, nous sommes dans un champ infini d'ondes. Oui, on parle d'un smog maintenant. Exactement, c'est un champ infini d'ondes et justement même notre conscience, ce sont des ondes. Donc tout est onde, tout est vibratoire. Face à Nikola Tesla, quand il parle, tout n'est qu'énergie, vibration et fréquence. Donc c'était fondamental, donc non seulement d'ouvrir les consciences sur le côté négatif, parce qu'en plus malheureusement l'être humain il est comme ça, il a plus tendance à écouter, surtout dans nos civilisations qui sont des civilisations de peur, il va plus être attiré, ou être alerté par ce qui peut justement lui nuire, et pas prendre forcément conscience qu'il est capable par lui-même d'élever son taux vibratoire justement. Et quoi de plus universel comme médecine et de plus naturel, de plus du XXIe siècle, donc futuriste au sens avenir, au sens positif, qu'une médecine des ondes, et des ondes lumineuses et des ondes justement médiées par la médiatrice du vivant qui est l'eau.
Ouais. C'est une introduction très intéressante. Je vous remercie sincèrement parce que c'est vrai que ça va être une émission qui va pas forcément être facile à comprendre pour certains, parce qu'on est un peu à la croisée entre la science et comment la science, en fait, à travers des applications scientifiques, vient utiliser des mécanismes naturels. Donc, en fait, aujourd'hui, on va avoir des applications développées dans des laboratoires qui vont réutiliser des mécanismes naturels qu'on pourrait utiliser par nous-mêmes, comme par exemple, on va parler ce soir des V2K, hein, Voice to Skull, où en fait, c'est un acronyme pour dire qu'on fait entendre des voix dans la tête des gens. Certains parlent par exemple de télépathie. Donc, en fait, potentiellement, l'être humain pourrait, en tout cas certains, pourraient avoir accès à des choses comme la télépathie qui paraît aujourd'hui farfelue, et qu'on parle de ça, on passe tout de suite pour un illuminé, alors qu'en fait des applications physiques et scientifiques permettent de le mettre en pratique. La grande force des puissants, c'est de discréditer. Alors d'abord, il y a le grand mensonge, c'est l'omission. C'est-à-dire qu'on n'est même pas au courant, ça ne vient même pas dans notre champ justement de conscience pour la plupart de certaines avancées, de certaines idées, de certains faits. Hein. Donc, et ensuite, alors que eux, ils utilisent complètement, ils regardent avec attention ce que fait la nature et ils la reproduisent à leur fin. Ils nous enlèvent en fait en disant que vraiment c'est complètement des lubies et tout ça. Donc on reste enfermés nous dans un champ de conscience par contre très petit et avec un taux vibratoire très bas. C'est ça j'allais dire tout ce que je voudrais transmettre aujourd'hui grâce aux travaux, parce que c'est lui quand même qui est parti faire la recherche en cybersécurité pour avoir accès à des données que moi je n'aurais absolument pas accès, mais c'est pour avoir une lecture aussi médicale, mais plus encore de la science que j'appelle la science sacrée des anciens, c'est-à-dire qu'on relie la science, le cerveau rationnel au sacré, le cerveau donc intuitif, donc entre guillemets le féminin de l'être, c'est le côté sacré, dans le sens, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement rattaché à la nature et à la conscience donc des éléments naturels, et le côté rationnel qui est tout aussi important, qui est là pour analyser. Mais les deux doivent marcher ensemble. C'est un équilibre à trouver. Voilà. La voie du milieu, une nouvelle Exactement. fois. Certains veulent atteindre l'immortalité grâce à la science. D'autres considèrent, au vu de leur spiritualité, d'avoir déjà une forme d'immortalité. Merci beaucoup en tout cas pour cette introduction qui permet de prendre de la hauteur par rapport à des choses assez froides qu'on va pouvoir aborder aussi dans l'ouvrage. Patrick Jolan, est-ce que vous pouvez parler rapidement de votre parcours et aussi pourquoi vous avez eu envie d'écrire cet ouvrage? La date, qui est le titre du livre, quand même 31 octobre 2023, quand j'ai reçu votre livre, j'ai été surpris, j'ai jamais vu un livre juste avec une date, même si évidemment il y a un sous-titre qui est pour ceux qui subissent les dommages des ondes électromagnétiques. Donc voilà un peu votre légitimité, votre parcours, votre intention dans cet ouvrage. Bon, alors j'ai un docteur ingénieur, je dirais, en France, dans l'université, Paris 5, et puis j'ai passé un doctorat dans une université américaine, un PhD, Computer and Science. Donc dans l'électronique, c'est bien ça? Dans l'électronique. Alors bon, Computer and Science, c'est, je dirais, de l'informatique et des mathématiques. On peut le traduire comme ça, je dirais, en France. Après, je dirais, mon parcours, je ne me souviens plus du tout du nom de la société américaine dans laquelle j'ai travaillé. Ça, c'est un problème de mémoire et d'âge. D'accord? Disons que c'était... Certains comprendront le second degré. C'était, je dirais, dans le domaine de la cybersécurité. Alors pour revenir, je dirais, au niveau de l'ouvrage, vous avez raison de dire, il ressemble beaucoup plus, et c'est comme ça qu'on l'a construit, d'accord, beaucoup plus sur un rapport d'investigation qu'un livre. D'accord. Donc dedans, tous les documents sont factuels. Un document factuel, c'est un document qui ne vient pas d'un blog à droite à gauche. D'accord. C'est un document dans lequel on va le chercher, soit dans les organismes de santé américains du NIH, soit dans les documents, je dirais, déclassifiés de la CIA ou de la NSA, ou je dirais, du Congrès ou de la Chambre des représentants. Et lorsque je fais des copies, je dirais, d'articles de journaux tels que le New York Times, d'accord, je m'assure effectivement que les informations sont croisées. Alors, pour en revenir concrètement, avant que nous rentrions dans le débat, toute fréquence génère un rayonnement électromagnétique. Toute fréquence. Il y a deux types de rayonnement électromagnétique. Un rayonnement électromagnétique ionisant et un rayonnement électromagnétique non ionisant. Le rayonnement électromagnétique non ionisant, c'est celui qui fera le plus de dégâts. Il est capable, je dirais, de rentrer dans la matière, l'homme par exemple, de modifier tout ce qui est, de faire sortir les électrons de l'atome. C'est par exemple, l'énergie nucléaire. C'est par exemple tout ce qui est, je dirais, rayons X, tout ce qui est matériel médicaux,
bien heureusement, en France, je dirais dans la plupart des pays du monde, on maîtrise parfaitement ça. Non. Ensuite, il y a le rayonnement, je dirais, non ionisant. D'ailleurs, nous avons accueilli le CRIREM qui travaille uniquement sur les rayonnements non ionisants pour faire une référence Voilà. aux internautes qui Voilà. nous suivent. Donc le rayonnement non ionisant, c'est ce que l'on retrouve, je dirais, dans les tours cellulaires, c'est ce qu'on retrouve, je dirais, sur les téléphones, c'est ce qu'on retrouve au niveau de la Wi-Fi, c'est ce qu'on retrouve, je dirais, dans le four à micro-ondes, c'est ce qu'on retrouve dans le câblage électrique à l'intérieur de la maison. Voilà. Normalement, Partout, en fait. partout, d'accord, dans notre vie quotidienne, partout, normalement, il n'y a pas de problème, sauf si on dépasse certaines valeurs. D'accord. Et quelles sont ces valeurs? Et donc, effectivement, la bonne question, c'est... dont vous parlez beaucoup plus dans un autre ouvrage Voilà. sur lequel on vous réinvitera dans quelques mois. Quelles sont ces valeurs? Alors, il y a une référence mondiale qui fixe un certain nombre de valeurs, sur lesquelles s'est appuyée, je dirais, la communauté européenne, dans lequel on retrouve effectivement l'Italie et la France. Par contre, l'Allemagne ne s'est pas appuyée là-dessus. D'accord? Cette référence mondiale donne un certain nombre de valeurs concernant le champ électrique. Le champ électrique, ce n'est pas un champ électromagnétique. Le champ, je dirais, des ampères par mètre, des volts par mètre, des watts par mètre, ça n'a rien à voir avec l'électromagnétisme, d'accord, le rayonnement électromagnétique. Au niveau de la France, ils se sont appuyés sur ce rapport-là, et le 3 mai 2002, ils ont pondu un article de loi, d'accord, qui a été modifié le 5 mai 2002. Les auditeurs peuvent aller vérifier ça sur Google, d'accord, donc, qui fixe les limites du champ, d'accord, les limites, je dirais, du champ électromagnétique. D'accord. Donc, je vous rappelle que c'est la date de 2002, et je vous rappelle que la 5G en France est intervenue en 2020. 18 ans plus tard. D'accord. Donc 18 ans plus tard, ça veut dire que... et pendant ce temps-là, le document n'a pas été modifié. Parce que la dernière modification, c'est le 5 mai 2002. Deux jours après le dépôt. D'accord. Donc, et à l'intérieur de ce document, les auditeurs pourront le vérifier, il y a une espèce de mélange entre le champ électrique, qui pourrait se mesurer en volts par mètre, et le champ magnétique qui se mesure en Tesla et en Gauss. Donc on mélange un certain nombre de tableaux. Et quand on veut connaître certaines formules, il y a marqué dans le document, les auditeurs, je insiste pour le vérifier, voir la formule dans le formulaire je ne sais pas quoi. Alors moi j'ai cherché la formule dans le formulaire je ne sais pas quoi, je ne l'ai jamais trouvée. Donc comme ça on est tranquille. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre vie quotidienne, au niveau de ces de ce rayonnement électromagnétique, je dirais non ionisant, 5G, tours, téléphone, ordinateur, téléviseur, câblage électronique et autres. Ça va jusqu'au réveil, il y a la lampe de chevet. Jusqu'au réveil, la lampe de chevet et autres, d'accord. Je dirais qu'il y a des limites sur lesquelles il y a un certain flou manifeste. Si on veut s'amuser à ennuyer les gens, on modifie certaines valeurs, on dépasse les limites. Et c'est ce qui est fait, selon vous? Et c'est ce qui est fait, c'est pas selon moi, c'est ce qui est fait. C'est la base même, je dirais, des deux brevets. C'est ce qui est fait. On pourrait appeler ça, je dirais, des armes, je dirais, à énergie dirigée. C'est ce qui est fait. Je dirais qu'on connaît la fréquence du cœur, on connaît la fréquence du cerveau, on connaît la fréquence, je dirais, des poumons, on connaît la fréquence, je dirais, des genoux, on connaît un certain nombre de choses. On a un certain nombre de références qui proviennent du pseudo-référence mondiale de 1999, je parle de la France, avec une loi, je dirais, de 2002. Donc on connaît les limites. Il suffit simplement de dépasser les limites, surtout quand le document, je dirais, de 1999, met des limites qui sont très, 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 très basses. Et quand vous dites que les organes ont une fréquence, c'est dit... Oui, c'est-à-dire qu'en fait, le corps humain, d'accord, le cerveau, d'accord, émet une fréquence, d'accord. Nous, on est par exemple calé, je dirais, par rapport à la fréquence de la Terre, la fréquence de résonance de la Terre, et on se porte bien parce que, je vais utiliser un terme, je dirais, un peu vulgaire, je dirais que on se sent bien sur Terre parce que notre fréquence de résonance humaine est calée par rapport à la fréquence de résonance de la Terre. Et en phase.
On pourrait dire qu'elle est en phase. D'accord. Donc, Ça fait en phase. donc, quand on commence, je dirais, par exemple, sans rentrer dans les détails, les ondes alpha, les ondes bêta, je dirais, au niveau du cerveau, d'accord, on les connaît. On sait la fréquence quand on dort et quand on est en activité. Quand on est devant un écran, c'est encore Quand différent. on est devant un écran, on sait que c'est, je dirais, aux alentours de 4 Hz, entre 5,2 et puis, je dirais, 4 Hz sur un écran. C'est ça qu'on dit que sur un écran, il faut être à une certaine distance, etc., etc. Donc, quand on veut, je dirais, faire joujou avec l'humain via un écran d'ordinateur, on modifie certaines fréquences. Si je Avec veux un résumer- écran d'ordinateur, Ah oui. on peut donc impacter Bah oui. l'utilisateur en fonction des fréquences. Il y a même un brevet là-dessus. Tout à fait. Et on va y revenir sur ce Il y a brevet. même un brevet. Donc c'est pour situer le débat. Donc on est entouré d'ondes. D'accord. Et pour revenir sur la 5G, donc je dirais que la 5G qui a été mise en place, qui a été commencé à être déployée, je dirais, au niveau de la France en 2020, tout dépend, je dirais, les secteurs et tout dépend de l'opérateur. Ça va, je dirais, de 3,5 GHz et on a l'objectif de monter jusqu'à 27,5 GHz d'ici 2030. Et sur les antennes 5G, elles sont des antennes intelligentes. D'accord. On appelle des antennes adaptatives, pour prendre le terme de France Télécom. Ils appellent ça des antennes adaptatives, c'est-à-dire qu'on n'envoie pas la même pêche dans une ville, je dirais, de la Côte d'Azur qui n'a pas de touristes, que quand il y a du touriste. C'est ciblé. D'accord, donc on va pouvoir adapter. C'est pas la peine, je dirais, d'envoyer, je dirais, un maximum de puissance. Je veux utiliser un terme un peu qui n'est pas tout à fait correct. Maximum de puissance, parce que la ville, je dirais, il n'y a pas de touristes en été, et quand à la ville il y a des touristes, il y a beaucoup plus de téléphones. Ce qui paraît intelligent en soi. Donc, on le voit bien quand on est dans un festival voilà. de musique, dans un petit village. Donc on a des antennes adaptatives, c'est-à-dire qu'on peut effectivement envoyer en fonction, je dirais, de la population qui est connectée sur les appareils, quoi. Et ça, je dirais, ça a été uniquement à partir de la 5G, et il y a des adaptations qui sont faites à partir de la 4G. Alors, il faut savoir, c'est que, on passe par des antennes, mais on sait très très bien que l'Internet, ça sera géré par des satellites. D'accord. Donc, on va évoluer, je dirais, des antennes, je dirais, relais, des antennes, je dirais, cellulaires, comme on les appelle, je dirais, vers des solutions à satellite qui commencent, je dirais, à voir le jour. Avec le De projet façon d'Elon à Musk. augmenter un peu plus, je dirais, la fréquence et le nombre d'objets interconnectés. Le nombre d'objets interconnectés dans le monde aujourd'hui est, je dirais, 6 à 7 milliards. L'objectif, c'est de passer, je dirais, une quarantaine de milliards d'ici 2030. Ce fameux agenda, quand on parle, je dirais, j'ai l'impression que tout le monde se cale sur 2030. Donc, ce qui est intéressant pour rentrer plus dans ce Donc, cadre. je Oui. situe, je dirais, des notions de base. Tout à fait. D'accord. Donc, rayonnement électromagnétique ionisant ou rayonnement électromagnétique non ionisant. Ionisant, je dirais, centrale nucléaire, d'accord, rayon X. D'accord. Donc je parle effectivement des choses qui ont été fabriquées par l'homme. Donc ça nous fait penser à la chaleur aussi ionisant. Oui, tout à fait, avec la chaleur. Voilà. Et je dirais les non ionisants, Tout ce qui nous entoure. normalement, il n'y a pas de problème. Télécommunications, D'accord, télécommunications. électroménager, Voilà, je dirais télécommunications. réseau de transport. Là où on vit, et à condition de ne pas dépasser certaines valeurs. Qui fixe ces valeurs-là? Mais il y en a Qui des fixe ces valeurs-là? Et on se doute bien que si tel opérateur téléphonique commence à, je dirais, on fait un audit sur un opérateur téléphonique et on se rend compte qu'il a dépassé certaines valeurs, il ne va plus vendre de téléphone. Donc on a tout intérêt à monter, je dirais, à mettre des grandes valeurs. Et en même temps, ils sont capables, il y a eu le Phonegate, avec un ouvrage qui est sorti récemment, j'ai oublié le nom de l'auteur, enfin récemment, il y a 2-3 ans, qui montrait qu'ils étaient aussi capables en laboratoire, au moment des essais par rapport au DAS, de modifier les valeurs dans les laboratoires pour falsifier les données. Mais pour essayer de replanter un peu et aussi laisser la parole à Nassima, ce que j'ai compris, c'est qu'à la fois, donc, il y a des limites en termes de puissance et de fréquences qui sont floues, qui ne sont pas respectées ou qui sont à des seuils trop élevés, qui peuvent... Si j'ai bien compris. Oui. Alors, il y a des limites en tant que, je dirais, rayonnement électromagnétique. Oui, en termes de rayonnement électromagnétique. Alors, le rayonnement électromagnétique se mesure en Gauss ou en Tesla. Oui, mais voilà, donc il y a ces limites qui posent Donc, problème. il y a ces limites, effectivement. Alors, même si on prend à la limite, même si c'est faux, d'accord, d'un point de vue mesure, même si on prend le volt par mètre, même si on prend l'ampère-mètre par mètre, même si on prend le watt par mètre, les valeurs qui sont fixées par cet organisme-là de 1999, qui ont été reportées au niveau de l'Europe, qui s'appuient sur le document-là, qui ont été reportées au niveau de la France en 2002, qui n'ont pas du tout bougé.
j'aurais tendance à dire, pour être politiquement correct, qu'elles sont à revoir. Elles sont à revoir. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point de ce que je comprends, c'est qu'en fait, aujourd'hui, dans notre environnement électromagnétique, vu que tout ce qui est vie est vibratoire, de nos organes en passant par tout ce qui nous entoure, des plantes à toute la matière en fait qui nous entoure, en fait, aujourd'hui, l'intégralité des ondes issues de technologies qui nous entourent peuvent être utilisées pour impacter l'individu dans son métabolisme, dans sa psyché, dans ses connexions neuronales, dans ses émotions, etc. Tout à fait. Et en fait, je rejoins Irène Assima, et je te passe la parole après, c'est qu'avec une fréquence, on peut soigner. Oui. Ou on peut tuer. Tout à fait. C'est ce que tu disais. Voilà, et en fait déjà, donc moi je suis échographiste, donc en tant que vasculaire, je suis échographiste, et lorsque j'ai fait un diplôme comme ça pour le plaisir, j'ai fait de l'échographie, il y a le professeur, je le remercie, professeur Philippe Petit à Marseille, donc qui a bien montré qu'il m'a dit, attention, même les ultrasons, c'est dangereux. C'est-à-dire que, par exemple, dans la conception, parce que c'est vraiment la période la plus délicate, et Dieu seul sait le mal qu'on a fait aux femmes enceintes et qu'on continue à faire, moi, ça me révulse. Mais je veux dire, quand on fait, par exemple, une simple sonde et donc d'échographie qu'on croit être... si on met une grosse puissance et si on met longtemps, ça agit sur les cellules du fœtus. Donc, je veux dire, il n'y a rien d'anodin. Heureusement qu'on ne fait pas des échographies toutes les semaines. Voilà, mais justement, ce qui est important, c'est de comprendre qu'il n'y a rien d'anodin. Et là, par hasard, le hasard n'existe pas, c'est un très beau livre de Patrick Jonan, c'est pour ça que j'utilise cette formule. Mais Jean-Marc Sabatier m'a écrit ce matin en me disant, regarde, l'OMS a dit que les ondes Wi-Fi et tout ça n'étaient absolument pas néfastes pour la santé. Mais là, récemment ? Mais là, j'ai reçu ça ce matin. Donc voilà, donc de qui se moque-t-on ? Donc c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'on peut pas se fier justement. C'est ça le drame, c'est que dans une société qui fonctionne bien, on peut se fier à nos instances, nos institutions, notre gouvernement, autorité sanitaire. Voilà, c'est ça, c'est fait autorité parce que justement c'est bienveillant et c'est comment dire, c'est intellectuel et c'est intelligent au sens de la bonté. C'est ce que je vous disais par rapport aux deux cerveaux, c'est-à-dire que là, on a vraiment le côté rationnel, mais sans aucune conscience du tout, sans aucune conscience du bien. Parce que quand on a conscience de ça, on peut même plus faire de mal à l'autre, puisqu'on on a conscience qu'on est impacté soi-même. Donc déjà, première chose, donc il n'y a pas de choses qui soient pas néfastes. Et ce qui est important aussi de comprendre, c'est que quand on joue comme ça à monter le nombre de connexions, d'ondes, de puissance et tout ça, il n'y a pas que nous, êtres humains, parce que les abeilles, enfin moi je veux dire, c'est vraiment quelque chose j'ai fait un long dossier, article sur les trésors de la ruche, mais je parlais vraiment des abeilles non seulement en tant qu'être, mais en tant qu'être spirituel. Et c'est reconnu dans toutes ça m'avait vraiment frappé parce que c'était reconnu dans toutes les religions et dans toutes, que ce soit l'ancienne... un rôle central dans... Exactement, que ce soit l'ancienne Égypte, que ce soit la chrétienté, que ce soit l'islam avec une sourate carrément, la sourate 16 qui s'appelle An-Nahl. Et il n'y a pas que, il y a vraiment tout. Elles font, comment dire, elles font l'unanimité. Donc il y a quelque chose de justement, quand c'est quelque chose qui comme ça, qui est à l'intersection, de toutes les croyances et de toutes les cultures, il faut s'en intéresser. Donc l'eau et les abeilles, mais quand on fait ça, on détruit tout. Et quand on détruit les abeilles, on détruit la nourriture saine et naturelle. Enfin voilà. Donc on a vraiment c'est-à-dire beaucoup de technologie et aucune conscience. C'est vraiment la science sans conscience. C'est vraiment ce que Patrick Jonan vraiment ne cesse de dénoncer au travers de ses livres. C'est vraiment ça. Si j'ai un message aujourd'hui, parce qu'on n'est pas tous... Enfin, moi déjà, je suis médecin praticien, donc je suis pas chercheuse comme Jean-Marc Sabatier. Je suis pas docteur en électronique. Il y a plein de savoirs que je n'ai pas. Et en plus, on a eu de cesse de dissocier les savoirs. Mais on voit de plus en plus de chercheurs qui collaborent Ils ont compris. Voilà, on avait des professionnels du droit avec des pédopsychiatres et des gynécologues qui comprennent ensemble... Ceux qui prennent conscience justement et qui refusent ce monde, qui nous est promis et qui vraiment fait peur, comprennent tout de suite l'importance de la vue stéréoscopique, donc d'avoir plusieurs pluridisciplinaires. Et j'aime bien le côté stéréoscopique parce qu'il y a le mot stéréo, donc vraiment voilà, on fait partie aussi des ondes notamment, et de voir ce savoir et quand on a la connaissance, c'est-à-dire vraiment où on sait ce qui nous a, enfin je veux dire pour moi toutes les croyances qui sont vers l'unité, l'amour et le partage, je les écoute, d'où qu'elles viennent.
Ça peut être justement je veux dire, un juif, comment dire, un bouddhiste, quelqu'un qui va être animiste. S'il y a cette conscience-là, j'écoute. S'il y a la conscience, au contraire, si on me parle de division, de haine, et j'écoute pas. Quel que soit l'habit qui ne fait pas le moine, si vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est ça qui est important. Et là, on a un point d'inflexion. Moi, je veux être positive et parce que je le pense. J'ai été longtemps, ceux qui me connaissent, j'ai été longtemps vraiment presque désespérée en me disant mais qu'est-ce que c'est que ça, où on va? Mais aujourd'hui, justement, par le fait de ce dont vous parlez, de la convergence. C'est pas pour rien, con et verge, c'est parce que ce féminin et masculin. Convergence, ça prend forme. Ça prend forme et je suis tout à fait maintenant consciente que peut-être qu'il va y avoir deux mondes qui vont bien sûr diverger. Ceux qui vont rester dans un côté très matériel et vont aller de plus en plus vers une croyance que c'est le matérialisme et donc l'humain qui est capable de faire les choses. Mais c'est franchement, quand le docteur Laurent Alexandre me dit la mort de la mort, en me disant qu'on va pouvoir arriver à une vie de 1000 ans, je sais pas je sais pas comment il compte, mais en tout cas c'est pas de l'algèbre. Il faut que je lui explique un peu ce que c'est que l'algèbre, voilà, les mathématiques, et que 1000 ans, c'est loin d'être l'éternité. Et pareil, toute la codification, on est comme ça très puissant. Combien de bits c'est très intéressant en plus le terme. Combien de bits de calcul et tout ça. Oui, mais combien de bits de calcul par rapport à l'éternité? Tu vas codifier quoi? Tu vas numériser quoi par rapport à justement la nature qui elle ne fait jamais de copie et qui elle est éternelle et infinie. Donc amuse-toi. C'est vraiment ta petitesse et ton arrogance qui te font ne pas prendre conscience et pouvoir affirmer des choses aussi, mais absurdes et sincèrement risibles. Voilà. Donc c'est ça qui est essentiel à comprendre pour nous tous. C'est très intéressant d'avoir ces regards croisés, parce que c'est vrai que c'est un livre qui pourrait juste donner envie de déprimer. Moi, j'en ai parlé à quelques personnes dans mon entourage, et c'est vrai que quand ils ont lu certains extraits que je leur avais sélectionnés, ils ont dit mais c'est bon, on est fini, on peut plus rien faire. Et au contraire, là j'entends un auteur et une collaboratrice qui au contraire écrivent ce livre dans une démarche pour réveiller les consciences, mais aussi pour montrer que d'autres choses sont possibles, pour montrer que des technologies peuvent être utilisées. On en parlera plutôt vers la fin de l'émission, pour aussi bonifier le corps, redonner de la santé, peut-être soigner des cœurs, soigner des genoux grâce à des ondes. Vous parliez tout à l'heure de photothérapie, Oui, photobiomodulation. Voilà. Mais regardez on peut utiliser ça de manière positive. Le cerveau, la stimulation magnétique transcrânienne, maintenant ça devient chose courante. Donc on voit bien qu'on est en train d'appliquer un champ magnétique. Donc comme un champ, c'est une sphère. Donc on met les champs et on stimule telle ou telle portion, telle ou telle zone exactement du cerveau. Donc avec telle ou telle onde, et on obtient des résultats sur l'humeur sans aucun discours psychothérapeutique, sans aucune molécule chimique. Voilà, donc c'est bien. Mais en même temps, certaines personnes qui pratiquent de la méditation de haut niveau pourraient atteindre les mêmes effets que ces technologies. Et je dirais même que c'est beaucoup plus sûr, parce que quand on fait ça, on est beaucoup moins, on va être beaucoup moins précis, beaucoup moins par rapport à quelque chose qui vient de soi-même et qui vient d'une ouverture de conscience, et on prend ce qu'il faut de la lumière et du champ intérieur, tout à fait. Merci. On va rentrer quand même dans des brevets qui font un peu mal aux oreilles. C'est important aussi. Si vous permettez, je vous en prie. Je voudrais rebondir sur ce que tu as dit concernant l'OMS. Oui. D'accord. Parce que effectivement, c'est une information courante. Alors, d'où ça vient? C'est une personne qui a analysé 5000 rapports. D'accord. Alors, effectivement, si elle analyse les rapports de 1980, pas de wifi. Elle va trouver, écoutez, tout va bien, il y a quelques ondes qui se baladent. D'accord. La Wi-Fi, tout cool. Donc, les premiers rapports, qui commencent à dire, écoutez, il y a des effets, on n'est pas encore sûr, mais on a un certain nombre de résultats, des gens qui rentrent dans les hôpitaux, on a trouvé un certain nombre, etc. Ça commence à partir de 90. D'accord. Ensuite, il faudrait peut-être demander à l'OMS comment ça se fait qu'elle a lancé son projet, de champ électromagnétique, et qu'il n'y a toujours rien de sorti. Il faudrait peut-être demander à l'OMS que ce fameux chef de projet, il a été proposé et préconisé par la société qui fait les références, les limites.
Conflit d'intérêts, qui finance les études. Donc, je connais le nom de la personne, c'est une femme très compétente, etc. etc. Mais elle a des conflits d'intérêts. D'accord. Et donc, il y a un conflit d'intérêts. Et il faudrait peut-être demander aussi à l'OMS, lorsqu'elle fait des réunions, d'accord, parce que j'ai eu l'occasion de participer, j'irai à un show, à une réunion, d'accord, effectivement, où ils avaient annoncé qu'il n'y avait aucun problème, d'accord, au niveau du rayonnement électromagnétique. Comment se fait-il que dans cette réunion-là, il y avait, je dirais, le consortium, d'accord, concernant les télécoms, concernant les fabricants de téléphones. Bon, il est clair qu'on ne va pas s'abuser à dire, écoutez, il y a des problèmes, je dirais, au point de vue téléphone, concernant vos fréquences, concernant vos raisonnements. C'est la même chose pour les vaccins. Il n'y a qu'à aller, c'est très très simple, moi, toujours très factuel, il n'y a qu'à aller sur le site de l'OMS, taper projet champ électromagnétique de l'OMS, regarder la date, regarder les documents et regarder où ils en sont. Oui. Et ils en sont, on n'a rien fourni. Oui. Mais c'est On n'a une, rien fourni. c'est une faute, parce que Donc, nous, en tant que médecins, on nous demande une obligation de moyens. Et Donc, par contre, c'est pas- on se permet effectivement de prendre, je dirais, quelqu'un qui est un Australien, d'accord. On se permet de prendre, je dirais, des documents, je dirais, d'analyser des documents et de dire, écoutez, il n'y a pas de problème, quoi. À la suite de l'analyse d'un certain nombre de documents. Mais moi, je peux faire complètement l'inverse. Ce qu'il faut, c'est tempérer ça. On en connaît beaucoup plus maintenant qu'il y a 10 ans. Oui. Et on a une petite idée où on va avec les installations qui, quand on dit, écoutez, la France doit être entièrement couverte d'ici 2030, au point de vue, et ça c'est sur le site officiel du gouvernement français, doit être entièrement couverte d'ici 2030, on a une petite idée où on va, quoi. Il n'y aura plus d'antennes, je dirais, intelligentes. Hein. Mais on sait très bien, malheureusement, aujourd'hui, on vit dans une époque où le pouvoir financier et les pouvoirs économiques sont tout puissants et tout le monde de la science, des études, des recherches scientifiques par rapport à la dangerosité de produits chimiques, d'ondes électromagnétiques ou d'autres choses qui nous entourent au quotidien sont profondément influencés par cette industrie. Ça, c'est vraiment une problématique qui est systémique et malheureusement, on peut pas aujourd'hui, malheureusement, tant qu'on n'a pas de financement indépendant qui permette de voir si l'aspartame est dangereux pour la santé, voir si le wifi est dangereux pour la santé, en fait, on aura simplement les industriels qui feront plus d'études que les ONG qui financent les études contraires, et en fait, on arrivera toujours au même résultat. Je dirais que, je vais faire peut-être une analogie, on est peut-être dans une situation vis-à-vis du tabac. Clairement. À une certaine époque, disant, écoutez, le tabac, il n'y a pas de problème avec le tabac. On achetait les médecins, on achetait les revues scientifiques. Allons-y et autres. Il y avait l'industrie du tabac, puis à un moment donné, on a commencé à découvrir qu'il y avait un certain nombre de cancers, des choses comme ça et autres, d'accord, au niveau du tabac, et on a fixé un certain nombre de règles. Ben, j'aurais tendance à dire qu'on suit à peu près le même schéma. Enfin, je ne sais pas si mon analogie est bonne, mais on suit à peu près le même schéma. C'est qu'on en est à découvrir que le rayonnement électromagnétique a un effet néfaste si on n'est pas très rigoureux concernant les limites, jusqu'à certaines, je dirais, situations qui ont été prises, du style plus de Wi-Fi dans les écoles, plus de téléphone dans les écoles, plus de ceci dans les autres. Tout à fait. La même solution est tabac. Tu n'as pas le droit de fumer à cet endroit-là, tu n'as pas le droit de fumer à cet endroit-là. Je pense que l'analogie, elle est très bonne. Le problème, c'est qu'à mon sens, c'est beaucoup plus dangereux parce que ça va beaucoup plus vite. C'est-à-dire si on fait la même comment dire, la même durée pour prendre conscience. Si on met 30 ans. Dans 30 ans, ça va être. Je ne sais même pas si on pourra en parler. Ça fait presque 30 ans maintenant, parce que la 3G est arrivée dans les années 2000, je crois, de mémoire. Mais je veux dire, on n'a pas encore vraiment, justement, on est encore en train de dire que c'est pas dangereux, telle ou telle onde, ou telle ou telle. Donc on en est loin. Hein. Concrètement, c'est ce qui justifie le livre. D'accord, on en avait parlé ensemble, c'est-à-dire que concrètement, on en est du style, quand les organismes, les ONG ont dit attention le tabac, attention le tabac, attention le tabac, ça a commencé à faire du bruit et on est on est à peu près dans la même situation. Et là, il faut être très rigoureux d'un point de vue scientifique. Attention, le rayonnement électromagnétique tel que les valeurs limites sont fixées avec des normes, je dirais, qui viennent de 2002. Ça va pas. Tout à fait. Et on est en train d'installer des antennes dans les stades. Et on est en train d'installer des antennes à proximité des écoles. C'est ça. Etc., etc. Donc, c'est à peu près la même situation. Vous avez une partie dans votre ouvrage où on en parlera, des scientifiques qui demandent une protection efficace contre l'exposition aux champs électromagnétiques. Et on va voir, j'aurai d'ailleurs un extrait vidéo qu'on présentera plus tard où on montre comment ils ne sont pas entendus. Mais voilà, on va continuer à dérouler. Okay. J'aimerais pour contextualiser aussi, parce qu'aujourd'hui, quand même, on est dans la série Les Guerres Invisibles et c'est toujours compliqué pour nous tous de s'imaginer comment certaines personnes à la fois nous veulent du mal ou en tout cas veulent nous influencer, veulent impacter notre santé, nos pensées, nos idées, nos modes de consommation.
informations. Et donc, c'est important de revenir des fois à des sources officielles. Là, c'est une source militaire. C'est un extrait de James Giordano, qui est aux États-Unis, qui fait une conférence à l'Institut de guerre moderne, Institute Modern War. Et c'est un extrait traduit par Jeanne Traduction, qu'on remercie. Ça dure 2 minutes. Nous sommes ici pour parler aujourd'hui du fait que le cerveau est et sera le champ de bataille du XXIe siècle à bien des égards. Fin de l'histoire. Nous pourrions arrêter là, et je pourrais vous laisser retourner dans vos unités respectives et y réfléchir un moment. Mais je suis ici pour vous dire, aussi vrai qu'il y a un gros vieux nez tyrolien sur ce visage, que vous rencontrerez une forme de science neurocognitive utilisée comme arme, non seulement dans votre carrière militaire, mais aussi dans votre vie personnelle et professionnelle. Attendez-vous à ce que ces deux choses coïncident ou non. Donc, l'idée du cerveau, en tant que champ de bataille, est très importante, et plus important encore, cet autre aspect qui se trouve là-haut, qui est le carré des armes de destruction massive. S'il vous plaît, habituez-vous à cela, parce que cela va faire partie du concept de guerre ordinaire et d'une innovation militaire continue dans votre carrière. Les armes de destruction massive et de perturbation. La disruption et l'influence seront la clé de la création de pures compétences en engagement asymétrique. Laissez-moi vous le répéter. Ce sera la clé pour créer une pure compétence en relation et engagement asymétrique. Si nous parlons de ce qu'est la science du cerveau, permettez-moi de vous donner un bref aperçu de ce domaine, qui est maintenant appelé neuroscience. En tant que domaine à part entière, la neuroscience n'existe que depuis 40 ans. Je le sais parce que j'ai été neuroscientifique pendant environ 38 de ces 40 années. Quand j'ai postulé pour la première fois dans un programme en neurosciences, il n'y avait que 4 programmes de neurosciences dans la zone continentale des États-Unis. 4. En ce moment, il y a bien plus de 200 programmes universitaires et collégiaux, plusieurs programmes au niveau des collèges, plusieurs programmes au niveau des lycées, et plusieurs dizaines de groupes de réflexion indépendants et d'organisations philanthropiques uniquement consacrées aux sciences du cerveau. Depuis aussi longtemps que les êtres humains regardaient leur reflet dans un bassin et reconnaissaient que cette chose qui les regardait était eux-mêmes, il y a eu un certain intérêt pour ce qui fait mon moi, ce qui me fait penser, ce qui me fait ressentir, ce qui me fait me comporter comme je le fais, et vous, vous comportez et pensez comme vous le faites. Qu'est-ce que la conscience de moi-même? Est-ce que j'ai un libre arbitre et quelle est la nature de cela? Et comment pouvons-nous l'affecter de multiples manières, qui vont du non-cinétique jusqu'au cinétique? Si nous faisons un saut dans les siècles vers l'ère des Lumières, nous pouvons voir les grands penseurs d'avant et pendant les Lumières, incluant entre autres des gens comme René Descartes, qui ont réfléchi au sens de cogito ergo sum. Je pense donc je suis. L'inverse de l'affirmation qui, dans de nombreux cas, était implicite, mais devient maintenant de plus en plus explicite. Qu'est-ce qui me fait penser? Et si je peux comprendre ce qui me fait penser, et vous fait ressentir, alors cette compréhension peut en fait colorer, sinon influencer directement la façon dont vous et moi interagissons. Mais plus que cela, si en fait je comprends comment votre cerveau fait ce qu'il fait, je peux peut-être accéder à votre cerveau et l'affecter indirectement et directement. Et ce que cela nous permet de faire, c'est de créer une possibilité potentielle énorme, une possibilité et une probabilité potentielle de ce que les sciences du cerveau peuvent faire et feront. C'est ça. Donc là, c'est une source officielle. On est dans des instituts pour les étudiants américains de l'armée américaine. On parle de guerre contre les cerveaux humains, à la fois au niveau militaire mais au niveau civil, influencer comment on pense, comment on ressent, comment on comporte. Donc là, ça vient confirmer vraiment que ces brevets qui utilisent les ondes électromagnétiques s'inscrivent dans un programme bien plus large sur travailler sur le comportement pour faire du contrôle de masse aussi. C'est un peu ce que je vous disais, c'est-à-dire qu'on ne prend pas conscience en tant que citoyen à quel point on étudie la nature humaine, enfin la nature humaine, la nature végétale. Enfin, ce sont des scientifiques qui sont extrêmement brillants et qui regardent la nature telle qu'elle est, mais à des visions, enfin avec une vision manipulatrice, c'est-à-dire comment je peux en tirer profit. Donc c'est vraiment ça, c'est quelque part justement ce que j'appelle la vision capitaliste, donc au sens matériel, mais au sens capital, c'est-à-dire que vraiment je vampirise. C'est la préhension, c'est je prends tout pour moi au lieu de laisser l'énergie et l'échange se faire vraiment de façon justement naturelle, c'est-à-dire que sans essayer de vampiriser. Et on a exactement ça. Et c'est pour ça que c'est une science qui est maligne et non pas intelligente. C'est-à-dire qu'elle est maligne dans le sens où justement, elle est très efficace, mais elle ruse, elle est capable de casser les codes et tout ça pour pouvoir aspirer justement la substance moelle du système, mais à la fin, dans la cellule maligne, même enfin les cellules malignes ou le cancer qu'on pourrait appeler, elle tue l'ensemble.
elle tue le corps qui lui a donné, qui lui a donné sens et qui lui a donné vie. Donc c'est vraiment pas intelligent. Et c'est ça qu'il faut vraiment comprendre, c'est que il ne faut pas voir ça comme quelque chose de presque de fascinant, mais presque on se sent tout petit et tout ça. Non, si nous reprenons conscience de qui nous sommes vraiment individuellement et faisant partie du tout, c'est-à-dire qu'on ne parle jamais de la relation. On parle jamais de la relation, on parle de chaque individu, mais pas de la relation, l'interférence. Et c'est ça qu'il faut renouer, nous, en tant que chacun. Si vraiment, voilà, je parle vraiment à tous ceux qui peuvent m'écouter aujourd'hui, c'est de reprendre conscience de notre pouvoir. C'est ça. Donc c'est vrai, ce livre, quand on le lit comme ça, c'est Il fait froid dans le dos. Évidemment qu'il fait froid dans le dos. L'intention est vraiment, on peut pas dire autre chose. Elle est tellement basse. Enfin voilà, c'est vraiment bas. C'est tellement grave au sens vraiment comme on dit bien, hein, grave. C'est vraiment bas. Mais si on prend conscience aussi de notre pouvoir et tout ça, ça peut justement faire émerger quelque chose de puissant, et de constructif et de beau. C'est ça. L'insurrection des consciences. Exactement. Et c'est donc des individus qui détournent, en fait, qui instrumentalisent des technologies qui sont pas mauvaises en soi, encore une nouvelle fois, faut le répéter. Et l'information est disponible aujourd'hui. Vous voyez, cette conférence, elle est sortie en 2018 sur YouTube. Et j'aurais tendance à dire que c'est toujours beau de revenir dans le passé. Je dis toujours, on marche au présent, on marche aujourd'hui dans les pas, d'accord, du passé pour se diriger vers un avenir. 1959. Première tentative d'irradiation du vice-président Richard Nixon et sa femme en Russie, 1959. Vous en parlez. 1961, Alan Frey. Alan Frey, j'aurais tendance à dire, je le rencontre aux US, c'est un ami, bon, il est maintenant un peu âgé pour s'envoyer des mails, d'accord. Alan Frey, à un moment donné, il y a des radaristes qui sont venus lui dire, écoutez, salut Alan, j'ai pas des casques sur les oreilles, je suis à proximité des antennes et j'entends des trucs dans ma tête. Donc Alan, il dit, c'est quoi ce genre de truc, hein? Bon, il a un diplôme, je dirais, adéquat pour le faire. Donc il a fabriqué un générateur de fréquences. Il a choisi dans la gamme de fréquences certaines fréquences adéquates. Il a placé un bonhomme à une centaine de mètres, sans savoir qu'il allait recevoir des fréquences. Il lui a balancé les fréquences. Et après, le bonhomme lui a dit, écoute, j'ai des bourdonnements dans l'oreille, machin comme ça et autres, je ne sais pas ce qui se passe. Comme il n'était pas, je dirais, chercheur adéquat et autres, il était indépendant, il n'a pas été identifié par les services, je dirais, spécialisés de recherche. Mais par contre, ça a donné des idées à la CIA. La CIA qui s'est débrouillée à mettre en place des séminaires du type VK2. Un mot sur VK2 peut-être ? D'accord, je t'envoie des paroles dans la tête. Et tu es le seul à savoir que je t'envoie ces paroles dans la tête. Ça paraît inimaginable. D'accord. Et pourquoi ils ont fait ça? Quand il y avait des prises d'otages, ça permettait d'envoyer un signal à la personne qui était prise en otage, du style « ne bouge pas, on arrive ». Guerre du Golfe. Première guerre du Golfe. Il faut toujours donner des expériences très concrètes. Première guerre du Golfe, 90. D'accord. Une quinzaine, je dirais, d'Irakiens, donc guerre du Golfe entre, je dirais, la coalition, je dirais, mondiale, d'accord, et je dirais l'Irak. Donc une quinzaine d'Américains parlant parfaitement irakien, d'accord, sont dépêchés sur le terrain, montent sur des hélicoptères et balancent des ondes du VK2 sur des soldats irakiens. Rendez-vous, on vous tue. Et un document qui est déclassifié disant une seule personne a pu faire rendre les armes à 80 soldats. Ça, j'aurais tendance à dire, c'est peut-être la bonne cause. Mais ça veut dire qu'on est capable de faire ça. C'est pas la bonne cause. Ensuite, on avance. On est en 1998, document classifié, déclassifié 2006. L'armée américaine s'intéresse de très très près à une fréquence qui s'appelle la 2450 MHz. Et la 2450 MHz, on s'aperçoit qu'ils font un tas de manipulations. Alors pourquoi celle-là, pas celle-là, 2450 MHz. Ils vont faire des expériences du style, je vais balancer ça dans des souris, dans des chiens, dans des chimpanzés, avec une certaine puissance, un volt par mètre, je dirais un Tesla par mètre, et je vais regarder comment ils se comportent. On est en 2011, Fort Detrix, 2450 MHz.
on fait des expériences, on s'aperçoit, je dirais, sur des primates, que on fout en l'air le chromosome. 2450 MHz, c'est le canal 20 de la Wi-Fi. C'est quoi ça? La boucle est bouclée. Ça veut dire quoi ça? Je suis désolé, c'est le canal 20 de la Wi-Fi. Il n'y a qu'à regarder même sur le site français de Ineris, on parle de 2450 MHz avec 6,2 volts et autres. C'est un hasard, on va dire un hasard. Ça veut dire qu'on peut s'amuser avec? Eh oui, mon pote, on peut s'amuser avec. On peut s'amuser avec, et on s'est tellement bien amusé, c'est qu'on a fait des tas d'expériences sur les animaux, sur les primates et autres, qu'on sait comment ça se comporte. Et pourquoi vous avez choisi celle-là? Mais je vais aller plus loin, puisqu'on parle de communication de recherche. En Chine, je dirais le 31 octobre 2019, ils ont installé dans la province de Wuhan un centre d'antenne 5G. D'accord, c'est la ville, je dirais, de référence mondiale. D'accord, au point de vue communication, tous les pays, venez vous installer à Wuhan, venez vous installer à Wuhan, on a de la haute technologie, venez, d'accord, on est en train. Donc le 31 octobre. Et des photos satellites déclassifiées ont montré qu'à partir du 15 et 20 octobre, toute la ville de Wuhan, elle était blackout, elle était dans le noir, plus de circulation. Alors c'est quoi? C'est le virus qui s'est échappé ou c'est le fait qu'on ait fait les essais sur l'installation? Parce qu'il est dit concrètement que l'installation Wi-Fi 5G a été opérationnelle le 31 octobre 2019 et qu'il est dit clairement sur les documents que les essais ont été faits pendant la première période. Et il est dit que la Chine utilise le 2450 MHz comme Wi-Fi. Elle aussi. Les Russes ont beaucoup travaillé aussi. Alors, les Russes sont des experts. Oui. C'est pour ça que j'ai commencé par les Russes. D'accord, les Russes sont des experts là-dessus. D'accord, et je ne parlerai pas de harpe et des machins comme ça et autres. Peut-être poser la question. Ça veut dire qu'on est dans cet environnement-là. Et l'objet, effectivement, de ce rapport, de ce livre et autres, ce rapport d'investigation, c'est de dire voici ce qu'on a constaté d'un point de vue factuel. Dénonçons-le. Et ensuite, on va... Ouvrons le débat. Et débattons. Peut-être qu'il faudrait revoir cette fameuse loi de 2002. Attendez, on est en 2024. Parce que c'est Pensez essentiel. bien que les valeurs limites de 2002 ne sont pas celles de 2024. De toute manière, en plus, en 2002, la 5G n'existait pas. Donc, vous ne pouvez pas mettre des valeurs limites sur quelque chose qui n'existait pas. D'accord? Donc, au moins, faites un effort là-dessus, quoi. Au moins, faites un effort là-dessus. Revoyez, quoi. Et demandez pourquoi les Allemands n'ont pas pris la référence mondiale et ont pris une autre chose. Et demandez pourquoi les Allemands ont dit, nous, la limite, c'est 0,4 micro-Tesla, et nous, c'est au-dessus. Donc, on a besoin d'harmoniser les choses, de comprendre un certain nombre de choses. Donc, c'est l'objet de ce livre écrit avec Nassima, de dire, voici d'où on vient, voici la situation actuelle. On installe des antennes, on installe des trucs à droite et à gauche. D'accord? On nous dit que tout va bien. D'accord? L'EMS dit, il n'y a pas de danger. Ouais, hein. Et puis, voici où on se dirige. Donc, à un moment donné, il faut revoir un certain nombre de choses, peut-être comme le tabac, de dire là, il va falloir limiter le nombre d'antennes. D'accord, on ne met pas des antennes. On peut se poser un certain nombre de questions. Il y a des solutions. En plus, le CRIREM qui était venu avec Catherine Gouillet, sa présidente, expliquait qu'ils avaient proposé aux opérateurs des tours qui étaient 3 fois supérieures en hauteur, mais qui rayonnaient 10 fois moins pour les usagers et qui permettaient d'avoir accès à une télécommunication avec des téléphones portables et qui avait beaucoup moins de conséquences sur la santé des individus. Donc, je prends qu'un exemple parmi d'autres, mais j'imagine que, comme dans tout domaine, si des chercheurs ont la volonté de trouver un équilibre entre usage, praticité et conséquences sur le vivant, c'est possible. Alors, il y a une explication, je dirais des antennes, il faut qu'elles soient en hauteur. D'accord. Donc, la 5G, elle a 2 soucis. D'accord. En dehors, je dirais, de ça. D'accord. Elle n'aime pas les feuilles. C'est étonnant. N'aime pas, parce que les feuilles vont filtrer le signal. Malgré que ce soit très fin, très peu lourd. Il y a des tas d'expériences. Donc, on les met au-dessus des arbres. D'accord. Et elle n'aime pas le brouillard. Elle n'aime pas la pluie. Il paraît que l'homme, il est fait composé de pluie. L'homme humain, il paraît qu'il y a beaucoup de pluie à l'intérieur. Donc, on les met au-dessus, je dirais, des arbres, d'accord, de façon à pouvoir, être tranquille, ne pas être filtré par les feuilles.
Et puis, bon, manque de chance, je dirais, quand il y a de la pluie, du brouillard et autres, vous avez, je dirais, la réception n'est moins bonne. Elle est limitée en distance. Aujourd'hui, c'est 1,2, 1,3 km. Bon, il y a des gens qui vous diront c'est 10, non, elle est limitée en distance. Pour augmenter, on place des tas d'antennes relais. Ah bah, tous les 1 kilomètre, vous imaginez le quadrillage sur la Donc France. les tas d'antennes relais, ça va. Je te les mets sous le clocher de l'école, je te les mets sur les châteaux d'eau. Ah, ça veut dire les châteaux d'eau, mais la flotte reçoit ça. Ah oui. On va en reparler, on va y revenir, j'espère. La flotte reçoit ce genre de choses. D'accord. Bah oui, mais c'est complètement interdit. Donc on met des tas d'antennes relais. Donc on va mettre même des antennes relais dans ton jardin en te payant du style, voilà, est-ce que vous voulez accepter d'avoir une antenne relais? D'accord. Alors il faudra savoir, c'est que de toute manière, la solution, c'est de prendre les antennes 5G dans les murs de votre maison, dans les équipements de votre maison, entre guillemets, sans que vous le voyiez. C'est ça le plan. Hein. Tout à fait. Mais d'ailleurs, la 5G a vécu un processus accéléré par rapport aux normes qui étaient. Mais on va pas rentrer dans le détail. 5, 6G et autres. Oui, tout à fait. De toute façon, la 7G même est déjà en cours de préparation. Ouais. Nassima, avant de poser une question enfin sur le brevet qui est en première de couverture, vous vouliez rajouter quelque chose là, par rapport à je voudrais expliquer pour nos auditeurs, enfin pour les téléspectateurs, c'est-à-dire que on a parlé du VK2, c'est très important d'essayer de comprendre comment ça marche. Voilà. Bon, aujourd'hui, c'est quand même moins difficile pour les gens de voir qu'on peut, si je veux vous appeler, je vous appelle vous, j'appelle pas Patrick Jolan avec un téléphone portable, hein, c'est donc je fais un numéro, je fais une fréquence et ça va vous cibler vous et personne d'autre, alors que vous êtes imaginé dans une foule, vous allez être vraiment ciblé vous et vous seul. Au niveau du cerveau, en fait, bien sûr, tout fonctionne par des potentiels d'action, des membranaires, donc une sorte de circuit électronique et électrique, hein, et donc en fait, les ELF, donc les Extremely Low Frequencies, donc les très très basses fréquences, celles dont on ne parle jamais, hein, je crois que je me trompe pas, personne... Comme les fréquences terrestres, voilà, de la Terre. Personne n'en parle et tout ça. Qui sont les plus nocives. Et qui sont les plus nocives, c'est là où je voulais vraiment en venir, celles qui sont diffusées par Harp, hein, notre jolie Harp. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? Ça va venir être exactement en phase, donc perturber les canaux ioniques de toutes nos cellules. Donc ça va faire un bazar pas possible et ça va aussi faire une charge électronique trop importante. Et la cellule, qu'est-ce qu'elle fait pour s'en débarrasser de cette charge électronique dont elle est saturée? Elle se divise. Et donc on a une initiation des cancers. Tu peux intervenir, hein, s'il te plaît, pour essayer d'expliquer le mieux possible, mais je veux vraiment que les gens comprennent parce que et donc lorsque par exemple au niveau du cerveau, je peux créer une dépression, je peux créer une excitation, je peux créer une peur et tout ça parce que ces potentiels, tout ça, vont créer des décharges aussi de stimuler les zones. Exactement, des décharges de neuromédiateurs, donc ou plutôt une déplétion. Donc, imaginons que je décharge beaucoup d'adrénaline, ça va pas faire la même chose que si je décharge beaucoup de dopamine, que si je décharge beaucoup d'acétylcholine. Enfin, vous voyez, donc c'est ça. Là, je veux dire, c'est là où on perturbe complètement l'équilibre cellulaire et la communication intercellulaire, donc et donc des zones qu'on peut activer ou qu'on peut. Et donc lorsque je fais, par exemple, un rêve ou lorsque je fais une visualisation et tout ça, j'active forcément des zones, par exemple, aussi zone occipitale ou la zone temporale et tout ça. Donc, je peux le faire maintenant, encore une fois, en copiant le réel. Donc, on examine comment ça se passe et tout ça. Et après, avec les stimuli, puisque maintenant, on le sait très bien. J'aime beaucoup une vidéo que je vous conseille tous d'aller voir. Je la mettrai en professeur Marc-Henri, hein, donc un grand spécialiste, un grand physicien, un grand spécialiste de l'eau. Il dit mais comprenez bien que les messages maintenant c'est donc par voie d'onde. Enfin, quand vous ouvrez votre voiture, 99, voilà, c'est hop, c'est pas, je mets pas la clé. Même les valves des pneus aujourd'hui sont connectées. Ils vous ont dit vos pneus sont dégonflés. Je mets pas la clé pour ouvrir la voiture, pour ceci, pour ça. J'ai plus besoin. Donc on peut tout à fait aujourd'hui par analogie que tout le monde peut comprendre en France comment ça se passe. Donc il y a aucun. C'est important pour moi d'essayer de bien éclairer. Je vous remercie Nassima parce qu'en fait c'est vrai que c'est quand même difficile. On se dit mais en fait on n'arrive pas à y croire. On a des protections. L'être humain a besoin, c'est pour son équilibre aussi, de se protéger mentalement par rapport à des informations qu'il reçoit parce qu'elles peuvent être erronées et donc c'est important de pouvoir les filtrer, les scanner et ne pas adhérer tout de suite à une nouvelle information qu'on reçoit pour vérifier. Et donc là par exemple le V2K, on reviendra à la fin de l'émission sur les témoignages que vous avez mis au début du livre qui m'ont aussi, je me suis dit au début du livre mais
c'est qui ce gars qui a écrit ce bouquin, pour parler entre nous de manière simple. Et pour combattre ces idées, par exemple sur V2K, vu que vous en parliez juste à l'instant. Moi, je souffre comment dire, de sensibilité électrosensible. Donc, Vous êtes électro-hypersensible. Oui, électro-hypersensible. Donc, je comprends. Vous comprenez? Attendez, mais juste on est tous, c'est ça, à des seuils différents, bien sûr. Juste pour montrer aux auditeurs en fait que ce n'est pas de la science-fiction et que les gens autour du plateau et qui ont écrit ce rapport d'investigation ne sont pas fous. Et je vous propose un extrait qui est parti sur RTL il y a 5 ans. C'est un laser, soi-disant, développé par le MIT qui permet le V2K. Et il y a 5 ans sur RTL, Magnéto. Une petite expérience ce matin. Imaginez-vous seul, en train de vous balader dans une rue ou de faire vos courses dans un supermarché bondé un samedi après-midi. Oui. Quand tout à coup, vous entendez une voix qui vous chuchote dans l'oreille. Oui, une petite voix qui vous parle. Alors vous vous retournez et là, personne, et la voix continue de vous parler. Impossible de savoir d'où ça vient, mais quelqu'un vous chuchote quelque chose que seul vous pouvez entendre. Vous vous dites que vous êtes en train de devenir fou, que vous vous prenez pour Jeanne d'Arc. Eh bien non, vous êtes seulement victime de la toute nouvelle technologie que viennent de créer les chercheurs du MIT, le fameux Massachusetts Institute of Technology aux États-Unis. Oui, ces chercheurs ont réussi, grâce à un laser, à murmurer un message directement dans l'oreille d'une personne ciblée à plusieurs mètres de distance. Un message que seule la personne visée par le laser peut entendre. Alors, ça fonctionne grâce à ce qu'ils appellent un système photoacoustique. En gros, c'est la vapeur d'eau naturellement présente dans l'air qui, avec le laser, transmet le message. Et si les chercheurs affirment que c'est pas du tout dangereux pour la santé, on se dit quand même que si n'importe qui commence à pouvoir nous chuchoter à l'oreille sans qu'on sache d'où ça vient, c'est très inquiétant pour l'avenir de l'humanité. Voilà, et donc malheureusement, en fait, des informations comme ça, là, elles sont disponibles sur Internet. Il y a des documents déclassifiés, il y a des brevets. Vous voulez rajouter un mot, Nassima? Oui, c'est très important. En plus, c'est la télé qui le dit ou c'est la radio mainstream. Donc là, on s'incline. Vu à la télé. On s'incline. Et il parle de vapeur d'eau. Donc, et c'est ça, je veux dire, l'importance. J'ai pas fait le lien. Oui, l'importance de l'eau parce que c'est la résonance, en fait. C'est par résonance. Donc, pas à distance. Exactement. Donc, voilà, mais c'est pour ça que je dis, on est à l'aube de révolution technologique. Et oui, de révolution, surtout. Parce que la technologie, ça va. Toute seule, c'est pas intéressant. Mais on est à l'aube, voilà, on est à l'aube d'une science en conscience. Et donc là, ça va changer tout. Donc, voilà. Merci. Et voilà, vraiment, c'est important au final de se rendre compte que l'information est disponible aujourd'hui. Donc, certains utilisent des termes comme c'est des complots, mais en fait, aujourd'hui, c'est aussi que le citoyen manque de curiosité. On prend pas assez de temps, en fait, pour aller s'informer. Et certes, il y a de l'ingénierie sociale, certes, il y a de la manipulation, mais il faut aussi que chacun se donne les moyens aussi d'être acteur. C'est très important, là, c'est un message que vraiment, c'est fondamental de ne pas, je veux dire, culpabiliser. Non, oui, et surtout d'être, comment dire, de comprendre. Comme disait Spinoza, j'adore le triptyque de Spinoza, ne pas juger, ne pas se plaindre, mais comprendre. Et je suis maintenant dans cette démarche-là. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est plutôt une démarche d'observation. Oui, mais ne pas juger. Attention, non, mais je veux dire, ils sont en sidération. Je veux dire, d'abord, auto, boulot, dodo. Moi, je suis dans les quartiers. J'ai travaillé 15 ans dans les quartiers nord de Marseille. Là, je suis au centre-ville. Je veux dire, les gens, ils ont eu des difficultés de vie, mais qui sont incommensurables. On perd sa vie à vouloir la gagner. Donc, à juste joindre les deux bouts. Et surtout, comme je dis, c'est la conscience qui amène la conscience. C'est-à-dire, c'est l'ouverture, voilà, plus on ouvre une porte et puis une deuxième et on avance. Donc là, ce qui se passe, c'est que on a, en France, je veux dire, il y a des pays où ils n'ont pas accès à l'information. D'accord? Mais nous, c'est assez malin. C'est-à-dire, je pèse mon mot, malin. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on est en immersion, on est noyé dans tout un tas d'informations, souvent complètement idiotes, ou en tout cas qui n'ont aucun sens, aucun intérêt. Presque un monde virtuel en fait. Exactement, aucun intérêt, qui sont décousus, et dès qu'il commence à émerger quelque chose qui commence à devenir, impactant ou intéressant, il est, on s'attaque aux personnes, on s'attaque aux messages, on détruit tout avant que ça prenne vraiment beaucoup d'ampleur. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'on parlait justement des cercles de pouvoir. Ce qui est génial de comprendre, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, et c'est pas Patrick Joland qui va me contredire, c'est que on a les moyens de détecter tout de suite la fumée. C'est-à-dire qu'avec tous les moyens ça s'est vu dans le Covid. Moi, ça m'avait fasciné. C'est-à-dire que ils avaient les clusters d'information. J'allais dire, quand on dit il y a de l'oxyde de graphène, on éteint le feu. Quand on dit c'est-à-dire qu'ils savent avant que ça vous arrive à vous, à vos oreilles, en tout cas à ce que vous fassiez un vrai cercle d'information. Tout de suite, ils savent l'information. Donc ils disent que Trump parlait de Javel, alors qu'en fait il parlait de
dioxyde de chlore. C'est pas vraiment la même chose, hein, quand tu parlais pour traiter le Covid. Donc, en fait, il y a une détection de feu, hein, qui pour eux, c'est-à-dire quelque chose qui contredit la doxa, et tout de suite, ils ont les communicants et les moyens de communication. Donc, le citoyen, comment dire, il faut pas, enfin, je veux dire, c'est un peu logique aussi qu'en plus, il est dans une fréquence vibratoire basse, parce que qu'est-ce qu'on a eu de cesse de faire de la peur. Quand vous voulez maîtriser quelqu'un, qu'est-ce que vous faites? Peur. Bien sûr, il est dans les fréquences basses, il est sidéré, il est coupé de la source. Vous en rajoutez un plus avec des fréquences artificielles. Et il est coupé de la source. Oui. Il est coupé de la source d'information du champ de conscience. Deuxième chose, qu'est-ce qu'on fait? On culpabilise, on humilie. Là aussi, vous le remettez quelqu'un qui est humilié, il est comme ça, il n'est pas en ouverture. Et troisième chose, vous le rendez dans sa conscience impuissant. Il ne peut pas faire quelque chose tout seul, il est obligé de trouver un sauveur. Donc, dans la dissidence, on cherche un sauveur. Il n'y a pas de sauveur. Enfin, s'il vient, tant mieux. mais je veux dire, on est tous responsables de faire quelque chose pour cette conscience unifiée. Donc ça, c'est ça le Résonance Project, en fait, qui peut être intéressant. Donc, qu'il faut appeler de tous nos voeux. Et autre chose, c'est que quand on a ce qu'on a fait pendant le Covid, la peur. Deuxième chose, la culpabilité. Hein? Tu vas voir ta grand-mère, mais tu vas la tuer. Enfin, je veux dire, on a assisté à des trucs. Tu veux pas te vacciner, tu veux tuer tout le monde, voilà. Et troisième chose, se sentir vraiment impuissant, isolé. Le contact physique, hein, c'est-à-dire que voilà, c'est comme en français on dit bien, ça m'a touché et je suis épidermique. C'est parce que le contact physique, il est fondamental pour notre bien-être, aussi pour prendre conscience de nous-mêmes et de l'interaction aux autres. Donc tout ça, c'est très 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 intelligemment, mali. C'est très malin, voilà. Mais voilà. Mais merci d'apporter cette couleur. Ça permet sur ce sujet, encore une fois, depuis plusieurs fois vos interventions sur ce sujet qui pourrait entraîner la peur, mais au contraire, vous le transformez, vous le transmutez pour au contraire être conscient de cette réalité qu'on peut contrer aussi par l'esprit. Mais on ouvrira la fin de l'émission là-dessus. J'aimerais quand même revenir sur le brevet qui est en première de couverture. Hein, donc c'est dans le chapitre 7, 31 octobre 2023, en route vers le contrôle de la santé mondiale, de la vie et de la mort sur Terre, mais en secret. Voilà, c'est le titre du chapitre. Vous parlez donc en détail de ce brevet US qui est le 11-801-394-B1. Donc, comme vous le dites, toutes les sources sont dans le livre, à la fois les sources des brevets qu'on peut retrouver sur le site officiel du gouvernement américain, mais aussi sur Google Patents, je sais pas comment on dit en anglais, excusez-moi. Et donc, que vous avez découvert cette date qui est donc avec ce brevet sur la première de couverture. Et vous expliquez, je vous cite, au début, nous pensions que c'était un faux. Alors, nous avons effectué des recherches. Quelle tristesse avons-nous ressenti lorsque nous avons découvert que celui-ci était enregistré sur le site USPTO, qui est le centre des brevets du gouvernement américain. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce brevet qui est donc a pour titre « Système et procédé pour créer secrètement des effets indésirables sur la santé de sujets ». Oui, je peux vous en parler. En fait, moi, je suis inscrit sur le site des brevets américains. Donc, je reçois systématiquement sur mon mail Proton, pas Gmail. Même mieux que Proton. Donc je reçois, par jour, vous devriez suivre telle formation sur les brevets, vous devriez ceci et autre, puis je reçois la liste des brevets, quoi. Pour raconter un peu comment c'est venu, quoi. Et je tombe sur ce brevet. D'accord. Méthode et système pour concevoir secrètement des effets indésirables, enfin des effets nocifs, pour prendre le bon terme, effets nocifs sur les sujets. Je passe dessus. Je dis, tiens, c'est encore, passez-moi l'expression, encore une connerie, encore un fake, encore un faux, quoi. D'accord. Et j'ai pas fait très attention qu'il était effectivement, on met pas de faux sur le site des brevets américains. Ça passe pas, quoi. Puis un jour, je regarde. Alors. Et je vois effectivement que ce brevet a été publié le 31 octobre 2023. Alors, un brevet, donc j'ai vérifié tout de suite s'ils avaient suivi les règles de ce qu'on appelle le code 35 des brevets américains, à savoir qu'un brevet correspond à une innovation, qu'il n'y a pas, deux brevets pour la même innovation, et que tout ce qui est noté dans le brevet doit être prouvé. Il n'y a pas de brevet d'idée. Et d'ailleurs, vous partagez toutes les interactions qu'il y a eu entre le service des brevets, les avocats. Donc, effectivement, il y a ces sociétés, qui échangent, avec les deux concepteurs du brevet, Norris et puis Peterman, et l'examinateur,
d'accord, qui échangent un certain nombre de documents, quoi. L'examinateur demande tel document et autres. Et quand on regarde effectivement le détail du brevet, ce brevet, je dirais, a pour objectif de créer des effets indésirables, pour utiliser le terme, indésirables sur des sujets humains, à partir de fréquences. Ça va, je dirais, dans la gamme, je dirais, de 100 MHz, 300 GHz, et ça va dans la gamme, je dirais, des très très basses fréquences. Et à ce brevet-là, sur la version du 31 octobre 2023, est associé un certain nombre de brevets de référence disant pour faire telle chose, voici tel brevet que j'ai utilisé, pour pister la personne, voici tel brevet que j'ai utilisé, pour attaquer le système neuronal, je vais me servir d'un ordinateur, et ça correspond à des brevets qui datent, je dirais, qui sont antérieurs. Tout à fait. Donc il y a une référence à plein d'autres brevets qui ont permis de créer ce nouveau... Et je perçois aussi, c'est qu'il y a eu un certain nombre, je dirais, de réclamations qui ont été faites par la société, bien les inventeurs. Attention, vous avez dit que le 8 Hz, il faisait ça. Il ne fait pas ça. Veuillez apporter les précisions. Attention, vous avez dit que le 5,2 Hz permettait de toucher telle partie du cerveau. Nous nous sommes renseignés, c'est pas vrai. Apporter l'explication, donc il y a eu tout un échange. Là, directement, c'est intéressant parce que vous répondez à la question de gens qui vont dire non, mais ces brevets, en fait, il est publié, mais en fait, ces technologies n'existent pas, c'est simplement pour nous faire peur. Mais c'est intéressant qu'on voit tout le processus que vous décrivez. Je vous laisse continuer. Hein. Oui. Mais c'est juste pour couper l'herbe sur le pied de critiques que j'ai pu recevoir en préparant l'émission. Non, mais ça, c'est juste des brevets pour nous faire peur. Mais ils ont parfaitement raison. Je dirais que même moi, j'aurais tendance à dire que c'est de la science-fiction. Tu délires, Patrick. D'accord, ça va pas, quoi. Qui peut imaginer de concevoir des méthodes et des procédés secrets, d'accord, pour faire du mal à un humain? On est dans un film, je dirais, de science-fiction. C'est-à-dire qu'on est dans du Matrix, quoi. D'accord, c'est pas possible, j'en ai la chair de poule. Donc, toute une analyse, je regarde si effectivement ils ont payé, parce qu'un brevet, c'est protéger une innovation en vue de faire du business. Faut que ça soit clair, quoi. Les gens ne déposent pas un brevet parce qu'ils ont envie de déposer un brevet. Ça a coût, il y a des avocats. Déposer un brevet, ça coûte de l'argent. Il faut payer au moment où on fait l'ouverture, il faut payer chaque fois qu'il y a des réclamations, et il faut payer quand il est publié. Et ensuite, il faut payer, je dirais, dans les dates, au bout de 5 ans, au bout de 10 ans, si tu veux que le brevet soit conservé ou pas. D'accord ? Donc, ça coûte de l'argent. Donc, quand les innovants, d'accord, créent, je dirais, des choses nouvelles, ils pensent qu'à un moment donné, il y a une société, un organisme et autres qui va acheter ce brevet-là pour le mettre en application. Et en toute honnêteté, j'étais très, très, très réservé sur ce brevet. Là où j'ai basculé, c'est que ce brevet... Il était lié à 2 autres brevets, non ? Il était lié à deux autres brevets. Et d'accord ? Qui sont encore plus... Qui sont encore plus... c'est vrai. Hein. Ils sont encore plus néfastes. Et là où j'ai vraiment basculé, c'est effectivement le deuxième ouvrage, c'est que ce brevet publié le 31 octobre 2023 a été republié sous le titre identique, mais avec un nouveau code, le 11 juillet 2024. Comment c'est possible ? Ah oui, bah alors, oui, comment c'est possible ? C'est ça, j'ai pas l'information. C'est-à-dire qu'un même brevet est publié, brevet, méthode et procédés pour créer secrètement des effets nocifs sur un sujet humain à partir de fréquences et à partir de rayonnement électromagnétique, publié officiellement sur le site des brevets américains le 31 octobre 2023. Ce même brevet, le même titre, les mêmes innovateurs, republient sous un autre code le même brevet avec quelques modifications, le même brevet le 11 juillet 2024. Alors, ils ont utilisé quoi ? Ils ont utilisé ce qu'on appelle l'astuce de continuité. Okay. C'est un brevet sur un brevet. Voilà, un brevet sur un brevet. C'est-à-dire qu'en clair, tout à l'heure, j'ai dit qu'une innovation, un brevet. Non, une innovation, un brevet, mais tu peux faire des continuités. Donc, ils ont utilisé la continuité. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que autant on pouvait dire que sur le brevet de 2023, c'est pour faire peur. Quand il est republié en 2024, ça veut dire que quelqu'un l'a acheté. Alors, je sais qui, mais ça, on ne peut pas dire à l'antenne. Ça veut dire que quelqu'un l'a acheté. Ça veut dire que c'est dans le monde, dans le monde économique, dans le monde privé. C'est-à-dire que là, on sort du cadre militaire. Ça veut dire qu'il y a un organisme, d'accord, qui a dit « Ok, ce truc-là m'intéresse ». Ah ben, ouais, ça va intéresser beaucoup de monde. Cet organisme-là, il a dit « Écoutez,
Vous avez vu toutes les références que vous avez mises sur le brevet de 2023 ? Ça disparaît dans la version de 2024. Mais non. Ils ont fait disparaître les D'accord. références. Ils ont fait disparaître les parties références. Pour compliquer l'accès à la Je compréhension veux dire, de la écoutez, techno. nous, on est les grandes muettes. Non comment. Vous n'allez pas nous dire en plus, vous n'allez pas publier en plus, d'accord, comment nous allons utiliser un ordinateur, d'accord, et des casques, d'accord, Bluetooth, pour venir déglinguer votre cerveau. Donc ça, vous le faites disparaître. Donc sur la version de 2024, ça a disparu. Par contre, il y avait quelque chose que je n'avais pas fait attention, qui existait sur la version de 2023, sur la version de 2024. J'en ai la chair de poule parce que je me dis, je dis toujours, j'ai des enfants et des petits-enfants, et j'ai une petite idée de ce qu'ils font. Ce qu'ils font, pas ce qu'ils feront. Il y avait 2 codes qu'ils ont laissés. Le code, je ne me souviens plus de tête, je me souviens plus de tête, ces codes, mais les codes veulent dire quoi? Ils veulent dire que ce brevet, on utilisera l'électromagnétisme et les aimants, ça on le savait, le champ magnétique. Par contre, le deuxième code, il dit, c'est une arme à énergie dirigée, qui aura pour objectif soit de rendre malade une personne, soit de la tuer. Eh bien là, je peux vous le dire, si vous voulez, le second brevet cité dans le tableau, donc c'est le US 212 021 23 68 A1. Voilà, donc qui a pour titre méthode d'armes à transparence induite électromagnétique. Je vais juste lire 2 phrases qui résument si bien, malheureusement, ces technos. Et, oui, dans le domaine de la guerre, il est généralement assez évident que lorsque quelqu'un meurt, il a été tué intentionnellement. De plus, un examen du corps peut relever comment et même par qui ils ont été tués. La présente innovation a l'avantage de tuer une cible sans laisser de traces sur la cause de la mort. Le sang, ça laisse des traces. Hein. C'est l'arme parfaite de l'assassin tireur d'élite. L'invention actuelle ne laisse aucune trace de l'intention de tuer la cible, qui l'a fait ou comment. C'est le crime parfait, oui. Le crime parfait. Je disais, j'irai une conférence précédente, c'est que tuer une personne ou j'irai blesser une personne à l'aide d'un projectile, ça fait un trou, ça fait du sang, ça se voit, ça fait du bruit. Même un empoisonnement, on peut faire une autopsie. Il y a des médecins légistes qui vont dire, ben voilà, il est à telle distance, voici le type d'arme, comme ça et autres, parce que les médecins légistes sont formés. C'est pas très écolo. D'accord ? Là, maintenant, vous prenez un truc développement durable, passez-moi l'expression, sans bruit, sans odeur. Vous lui faites mal au cerveau, vous lui faites mal aux genoux, vous faites mal au corps. Au pire des cas, vous l'envoyez, j'irai, dans un autre univers. Et tout ça avec des équipements, entre guillemets, familiers. Et au meilleur des cas, vous le rendez malade et vous pouvez lui vendre tous les médicaments que vous voulez pendant des années et obtenir une belle rente. Hein, c'est un peu le modèle, c'est un peu le modèle économique qu'on a, parce que quand même, en tant que médecin, je peux vous dire que tous les jours, je souffre de ce capitalisme médical destructeur qui fait qu'on crée le marché du médicament en détruisant les gens. Et ça, le pompier pyromane. Exactement. Et les ondes ELF et tout ça sont parfaites. Je veux dire, c'est vraiment le diabète. On a recensé un petit peu. C'est toutes les maladies dites modernes ou dites de civilisation qui sont en fait des maladies de destruction, de chronique. C'est d'intoxication chronique. Parce que les ondes, c'est une pollution électromagnétique. Mais ce sont des maladies de pollution, donc vraiment humaines, mais on ne peut pas dire maintenant qu'elles ne sont pas intentionnelles, parce que quand vous avez quelque chose de néfaste et que vous ne l'enlevez pas, c'est intentionnel. Les perturbateurs endocriniens, j'ai un rapport comme ça, qui est fait, en plus édité par l'Union régionale des médecins libéraux du PACA. Donc, je me dis, mais je leur ai dit, c'est quoi de nous envoyer un rapport de plusieurs centaines presque 100 pages avec tous les perturbateurs endocriniens. Il faut se battre pour les enlever, pas pour que nous, on va faire quoi? On va dire aux patients, enlevez ça, là, le yaourt, le truc, le biberon.
ça n'a pas de sens. Et Corinne Lalo le dénonce depuis plusieurs 10 ou 20 Mais ans. tout est lié. Des dizaines de milliers de chercheurs se sont réunis, on va en parler pour les ondes, et rien n'est fait. Voilà. L'attention n'est pas là. Tout à fait. Mais donc l'onde, c'est non seulement on passe dans l'au-delà parfois, donc voilà, et on joue au maillon faible, quoi. Voilà. Et sinon, on a des modèles économiques florissants avec des milliards et des milliards, puisque l'industrie pharmaceutique, c'est peut-être la première ou la deuxième industrie mondiale. Non, je crois que c'est même la première industrie mondiale. De toute façon, ils sont liés. Avec maintenant, parce que la pétrochimie est liée au monde du médicament. Avec toutes les guerres qu'il y a, ça va peut-être passer en deuxième. Enfin bon, ils sont tous la main dans la main. Tout à fait. Et donc, c'est là où on paye en permanence, on paye pour cette technologie, on paye les pots cassés énormes de souffrance. Et en plus, financièrement, tout cet argent-là qui va aux médicaments, à la sécurité sociale, donc voilà, ne va pas là où elle devrait aller pour le bien-être de nous tous. Oui. On a encore l'impression que souvent l'argent et la rentabilité est un carburant, mais on se rend compte souvent qu'il y a quand même des objectifs de projets de société, des dystopies, des idéologies malthusiennes, eugénistes, de contrôle des populations, élitistes, etc. Et d'ailleurs, ces technologies qui paraissent assez absurdes, mais on peut mettre à l'image juste, j'étais impressionné, à un moment, ça nous paraît déconnecté, mais on voit des avions, des camions, des bateaux qui ont des générateurs qui permettent de mettre en place ces technos. Et vu qu'on ne sait pas précisément, en fait, ces technologies, est-ce que c'est comment visuellement, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on voit? Une voiture, on sait que ça a 4 roues, peut-être 3 ou 6, mais là, ces armes-là qui permettent qui sont des brevets utilisés par l'autre brevet, quoi. Oui, tout à fait. Et en fait, pour revenir dessus, je vous en prie. Autant j'aurais été encore sceptique sur la version du brevet du 31 octobre 2023, disant, bon, allez, ils veulent faire peur. Ils vont jamais faire un truc pareil, ils vont faire peur. Ils montrent leurs muscles. Vous avez vu ce qu'on est capable de faire sur l'humain? Donc arrêtez, parce que sinon ça va se faire. Mais le problème, c'est qu'il y a eu ce brevet-là, il y a eu le 11 juillet 2024. Et il y a eu un changement de code pour un même titre. Et des choses qui ont été supprimées. Avec des gens qui se sont intéressés au brevet pour avec des applications. Avec des gens qui sont intéressés au brevet, d'accord, et qui ont mis beaucoup d'argent sur la table. Et dans des choses, quand ils disent des choses secrètes, c'est pas secret pour tout le monde, quoi. D'accord, pour les experts en cybersécurité, il y a des choses qui sont plus ou moins secrètes, quoi. Et c'est vrai que on n'est plus dans le domaine de la science-fiction. Et il faut savoir, c'est que le département de la défense des États-Unis a clairement annoncé que son vecteur est la 5G. 5G, 6G, autres, c'est marqué sur leur site. Et il y a des belles images, l'avion qui tire avec des fréquences, le char qui tire avec des fréquences, le porte-avions inondé de fréquences, le soldat à côté des antennes, mais ce n'est pas uniquement que pour l'armée. C'est aussi possible pour les services secrets et c'est aussi possible pour les civils. Et je vais vous raconter quelque chose. Il a existé pendant à peu près 1 an, sur un site internet, la possibilité d'acheter un générateur de fréquences pour faire du mal à quelqu'un. Tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a des barges, d'accord, électroniciens, d'accord, qui ont fabriqué de quoi, je dirais, qui ont repéré un certain nombre de fréquences, d'accord, avec une certaine distance, je dirais, pour le voisin, et qui ont mis ça en vente, d'accord, sur un site. Ça a été retiré parce que ça a été repéré et autres. Mais certains l'ont acheté. Mais il y en a qui l'ont acheté. Il y en a qui l'ont acheté. J'ai encore conservé l'adresse. Je dirais pour un jour, peut-être, je ferai une mise à jour pour montrer l'adresse et autres. Mais ça veut dire qu'à un moment donné, il y a des gens qui sont capables de faire ça, quoi. C'est-à-dire que, et c'est pas la peine d'être d'avoir un docteur en électronique et autres pour fabriquer, un système de ce genre-là, quoi. Oui, le permis de port d'armes n'est plus utile. Hein. Non, c'est un peu pareil, quoi. Le permis de port d'armes, voilà, c'est tout à fait... C'est contrôlé. Alors pourquoi ces technos? Effectivement, il y a des gens qui sont autorisés, puis des gens qui ne sont pas autorisés, d'accord? Et on va vendre des armes sur Internet, sur des réseaux et autres. Et là, non pas, vous ne vendez pas une arme, vous vendez, une arme électromagnétique. On est dans le domaine de l'électromagnétisme. C'est ça. On est dans le domaine, du soi-disant, ça ne fait pas de mal, non ionisant, à condition de ne pas dépasser certaines limites. Ne vous inquiétez pas, les limites, c'est nous qui les fixons. On fait ce que veut avec. C'est ça. On fixe les règles. Le temps passe vite, on est déjà à 1h20 d'émission.
J'ai encore beaucoup de questions et vu que je vais pas pouvoir toutes les poser, je vais vous proposer sur quel sujet vous voulez qu'on échange. J'avais prévu de parler de ces scientifiques qui alertent, comme l'EMF Scientis en 2015, qui malheureusement n'est toujours pas entendu. Vous parlez aussi de politique, comme Michel Rivasi. Vous parlez des nanotubes de carbone et des analyses qui ont été faites par la Quinta Colonna, mais aussi par Nextdos en France, autour de nanotech ou en tout cas de microtech qui seraient dans les injections. Vous parlez de HARP. Vous parlez de témoignages aussi avec ces personnes qui souffrent de V2K et vous parlez de la résistance qui s'est levée. Donc chacun, à tour de rôle, choisissez, ou même peut-être aborder aussi cette question de l'eau qui vous tenait à cœur, Nassima, qui compose notre corps. Oui. Donc voilà, je vous laisse un peu en freestyle, on va dire, pour cette fin d'émission. Parle-nous de l'eau. C'est important pour nous, voilà, aussi de vous laisser l'espace. Alors, je vais faire une belle formule très poétique. Je dirais que le règne de Jupiter a assez duré et que maintenant c'est le règne de Mercure, le soin par l'eau. Voilà. Et c'est pas pour rien que ça s'appelle Mercure parce que chaque goutte, comme le mercure, elle peut être donc indivisible, c'est-à-dire qu'elle peut être toute seule, mais quand elle rejoint les autres, elle fait un tout, elle fusionne comme l'eau, une goutte d'eau, et c'est ça qu'il faut essayer de comprendre par la métaphore, parce que ou l'analogie, c'est que voilà, on a une eau qui n'est pas simplement une ressource en tant que bien matériel, une fonction. Je me lave, je bois, Non. L'eau, c'est l'élément sensible par excellence. C'est la médiatrice du vivant et elle est là pour détenir le message informationnel, donc de l'intérieur vers l'extérieur et de l'extérieur vers l'intérieur, de façon infinie, perpétuelle. Voilà. Et donc, ce qui est important de comprendre, c'est que c'est une source, et c'est une source lumineuse. Moi, je dis toujours, alors, excusez-moi du peu, mais H2O, c'est l'hydrogène. L'hydrogène, c'est l'élément un peu feu, quand même, la bombe à hydrogène, tout ça, et O, oxygène. Donc, c'est un feu qui respire. Ça veut dire que presque, elle a les trois éléments en elle. Mais c'est au-dessus de ça, c'est vraiment, elle détient justement toutes ces fréquences. Donc, on peut avoir une eau morte. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une eau morte? C'est une eau stagnante, qui a plus d'énergie. Qui est passée en canalisation toute droite pendant des kilomètres. Elle est basse en énergie, et donc elle est néfaste au corps. Et on peut avoir l'eau la plus élevée, et celle-là, c'est celle qu'on retrouve dans tous les lieux saints. Moi, avec bonheur, ça m'a fait un bien fou, la semaine du 15 août, au sanctuaire de Marie-Madeleine, donc, parce que comme je suis à Marseille, en plus, c'était tout près, mais c'était magnifique. Et il y a l'eau, et donc, justement, l'eau de la grotte de Marie-Madeleine, l'eau de Bir Zemzem, donc à la Mecque, mais bien sûr Lourdes évidemment, mais il y a plein d'endroits comme ça où l'eau, elle est énergétiquement très élevée. C'est ça pourquoi qu'on dit elle est l'eau miraculeuse. Oui, parce qu'elle est tellement à un taux vibratoire élevé qu'elle nous monte la conscience et et c'est pour ça qu'on est à la fois saint, S-A-I-N, au niveau du corps, et de l'esprit, S-A-I-N-T, et que le français est tellement beau, c'est saint aussi, C-E-I-N-T, c'est-à-dire qu'elle englobe tout. C'est-à-dire que c'est vraiment la ceinture dans le sens, et quand on est enceinte, on est enceinte. Donc c'est ça qui est important et quand on est enceinte, on est dans l'enfant, qu'est-ce qu'il a? Il baigne dans une mer de la mer, donc dans l'eau liquide amniotique, et justement on se rend compte que le liquide céphalorachidien, quand il est très bien fait, c'est qu'il est bien maîtrisé, il est bien régulé par le système rénine-angiotensin-aldostérone, qui est le système dont on parlait de l'eau et des électrolytes. Donc vraiment il faut comprendre l'eau pas seulement comme j'en ai besoin pour vivre, pour faire cuisiner, pour boire et tout ça et tout. Non, c'est tout autre chose. C'est vraiment la solution originelle et la solution finale à tous nos problèmes. Il faut qu'on converge vraiment tous nos savoirs, vers cette connaissance des éléments, parce qu'elle est informée par quoi? Par la lumière. Et là, on arrive au mythe osirien, c'est-à-dire Isis-Ra-El, c'est-à-dire Isis, c'est la calice qui contient l'eau, donc vraiment qui va être informée par le rayonnement donc du divin, donc la lumière solaire, mais pas que, cosmique. Et là, on a quelque chose qui est de l'ordre justement de la médecine de demain. Il faut essayer vraiment de se rapprocher, de la comprendre, de l'observer. Des notions en ésotérisme qu'on n'a pas du tout. Exactement, qu'on n'a absolument pas. Absolument pas. Ils se sont perdus. Et on est tellement justement terre à terre qu'on reste, comme dit en français, au pied de la lettre. On est rampant.
Hein, on est au pied de la lettre, on ne s'élève pas vers la connaissance, justement. Alors que c'est le but de nos existences. Voilà, c'est le but de notre existence, exactement. Par la sensation aussi, par la quintessence, les 5 sens, la quintessence de l'être, on peut s'élever vers justement une notion plus importante. Et je me permets de demander, de solliciter une autre comment dire, émission où on parlera vraiment de l'eau en tant que conscience quantique, avec Stéphane Drouet et le professeur Marc-Henri. Je vous donnerai les éléments. Là, j'ai mon ami qui a écrit La luminescence de l'eau, Yannick Mitaé. Donc, ce sont des chercheurs indépendants. Et il y a je peux faire vraiment en avant-première un scoop, parce que ça va sortir dans les quelques jours qui viennent, c'est qu'on est dans un traitement aujourd'hui non chimiothérapeutique du cancer. Ça va être publié, avec justement, pour monter l'élévation de l'eau, enfin la fréquence vibratoire de l'eau, avec la vitamine C en intraveineuse, avec la vitamine D, avec le régime cétogène, parce que le sucre justement absorbe l'eau et en fait fait des œdèmes, enfin crée une inflammation et des œdèmes. Donc diminuer au maximum le sucre et pouvoir justement potentialiser au niveau nutritionnel. On a aussi l'ivermectine, parce que ça enlève les voies du sucre et donc ça diminue l'énergie pour les cellules cancéreuses. Les dérivés imidazolés. On a le sport, parce que ça, ou alors pour les gens qui n'arrivent plus à faire du sport parce qu'ils sont trop atteints dans le cancer, des thérapies avec de l'oxygène, oxygène hyperbare et tout ça pour les aider. Et puis la 7e chose, je sais plus, attendez. Après c'est tout un cercle vertueux qu'il faut inventer. On a eu la chance de faire une émission avec l'association Artac et Dominique Belpomme, le professeur, et Philippe Pirigaray. Ils parlent beaucoup des ondes, Belpomme. Tout à fait. Et ils expliquent qu'au final aujourd'hui 90% voire 95% des cancers sont liés à des pollutions environnementales, qu'elles soient liées pesticides, ondes électromagnétiques, qualité de l'air, etc. Et qu'au final, l'individu en soi peut avoir une hygiène de vie qui va lui permettre de vivre en meilleure santé. Et il nous encourageait surtout pas à consommer du sucre, à pas faire de sport et à pas dormir. Mais l'idée aussi, c'est que aujourd'hui, si on veut répondre à des problématiques comme le cancer, on a à la fois des révolutions positives par rapport à des approches thérapeutiques qui sont freinées par Big Pharma, mais il y a aussi la nécessité de réinventer des fonctionnements de nos sociétés et dans nos modes de vie en termes de sédentarité, d'ultra-urbanisme, de vie qui court, où on ne sait plus observer un chêne centenaire et qu'on s'émerveille devant un iPhone 18. Donc c'était juste pour apporter de la... Mais justement par rapport à ce que vous dites, c'est important, parce que là je parle vraiment, c'est très important, la géométrie sacrée. Comme il y a la géométrie sacrée du son, comme il y a la géométrie sacrée architecturale, il y a la géométrie aussi sacrée de l'eau. C'est ça qui est important, c'est-à-dire que les liaisons hydrogènes, en fonction de la longueur et de la distance entre elles, c'est très important. Et le docteur Martin Chaplin, qui est anglais, a fait une étude où il a montré que pour qu'il y ait le vivant, il faut aussi qu'il y ait une stéréochimie de l'eau. C'est-à-dire donc c'est pour ça que l'eau elle est soit bénéfique, soit elle peut être polluante du corps, parce que il y a aussi une géométrie. Plus justement on est pollué par de la chimie ou même par des ondes électromagnétiques, plus les molécules se resserrent et elles laissent moins passer la. Et elles n'ont pas la même géométrie. C'est magnifique de voir la géométrie de l'eau en fonction du type de musique et de l'émotion de l'individu. Donc l'eau, ça veut tout rien dire. C'est sacré. Voilà. Et je bois de l'eau. Quelle eau tu bois? À quelle source tu t'abreuves? C'est ça en fait. Et c'est pas à Paris, dans nos studios, qu'on est le mieux placé. Patrick Jolan, un petit mot de la fin, même si je vous laisserai encore un dernier petit mot si vous voulez. Un petit mot de la fin. Il nous reste 2-3 minutes, mais juste voilà, on n'a pas pu aborder beaucoup de sujets. C'est pas grave. Je pourrais parler, effectivement des témoignages. Je dirais que quand on peut rendre hommage à ces victimes. On peut prendre les témoignages, que ce soit Francis, que ce soit Claire ou Patricia et autres qui sont dans le livre. J'avais une centaine de témoignages. J'aurais pu faire un livre uniquement de témoignages. Des Français, des gens d'ailleurs. De Français, d'étrangers, quoi. Quand on lit ces témoignages-là pour la première fois, on dit mais il devrait plutôt faire une visite, c'est le psychiatre. On les prend, pour des fous. On dit mais ils ont un problème, ces gens-là. Quand on entend dire, effectivement, ils ont fait des plaintes de tous les côtés, d'accord, comme il est noté dans les témoignages, et il n'y a aucune plainte qui est recevable, parce qu'il faut apporter des preuves. D'accord ? Je vais donner un exemple. Je vous en prie. D'accord ? Donner un exemple. Vous avez certainement entendu parler, du syndrome de la Havane. Oui. D'accord ? Le syndrome de la Havane, c'est qu'il y avait des diplomates, à la Havane, qui ont eu, des effets
complètement, je dirais, inattendus, indésirables, d'accord, qui ont été par la suite identifiés comme étant des effets provenant, je dirais, de sources électromagnétiques. Et c'était il y a 70 ans, il y a 60 ans. Qui ont été rapatriés aux États-Unis. La CIA a dit, écoutez, c'est fini. Mais il n'y avait pas que des Américains, il y avait des Canadiens, il y avait aussi des Chinois. Ensuite, ces gens-là, d'accord, ils ont demandé à être indemnisés, des diplomates. Encore fallait-il prouver que les effets étaient bien des effets suite au champ électromagnétique. Comment faire? D'accord? Donc ils l'ont prouvé par l'intermédiaire d'un tas d'examens. Et il y a une loi américaine qui s'appelle la Havana Act qui dit vous serez indemnisé. Et au départ, cette loi-là indemnisait uniquement les diplomates et ils ont indemnisé la famille. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a reconnu qu'il y avait des ondes électromagnétiques qui avaient eu comme effet indésirable sur des personnes, peu importe. D'accord, on cherche toujours qui, hein. Enfin, on est quand même une petite idée qui. Hein. Mais à un moment donné, on a indemnisé les personnes suivant ça. Le dernier message, j'aurais tendance à dire, c'est par un moment, on s'informe. On s'informe, je dirais, dans le monde, je dirais, dans lequel on vit, dans le monde sur lequel on va se diriger. Alors. Deuxièmement, il faut qu'on adapte notre comportement par rapport à cette nouvelle situation. Par exemple, aujourd'hui, j'évite d'être à côté d'une personne qui fume, quoi. D'accord, parce que j'entends tellement dire, d'accord, où je conseille à mes enfants, d'accord, où j'ai conseillé à mes enfants, écoutez, laissez tomber la cigarette, faites plutôt du sport, quoi. Au niveau du rayonnement électromagnétique, non ionisant, pour reprendre l'expression, celui que l'on vit tous les jours, il faut qu'on ait des réflexes. On ne se met pas le téléphone sur la tête. Plus près il est du cerveau, il faut qu'il soit au moins à 1 mètre. Ni sur la table de nuit. Ni sur la table de nuit. D'accord. On essaie d'avoir son lit, si possible. On essaie de vérifier là où on vit, si on est bien à la Terre. Si la phase a bien été connectée à la Terre. Si on a un électricien dans le coin, on mesure qu'effectivement, on est dans le 100 ohms, qui est la référence française. On essaie de ne pas être à proximité d'un four à micro-ondes, même si effectivement le gyrène. On reste pas devant la porte quand il tourne. On ne reste pas devant la porte quand il tourne. Alors, donc on peut même le jeter peut-être, excusez-moi. Oui, donc vaut mieux le jeter. on essaie. Il y a un tas, je dirais, il y a un tas de réflexes sur lesquels on peut agir. C'est l'objet de tout votre dernier chapitre. Hein. Le chapitre 12, il y a une vingtaine de pages Voilà. sur... Oui, et j'ai pas tout mis là-dessus, des styles. Bon, il faut que l'on change notre comportement, qu'on adapte notre comportement. Et on sait qu'on est beaucoup plus sensible la nuit que le jour au rayonnement électromagnétique. Donc il faut qu'on ait un comportement la nuit, il faut qu'on arrête le téléphone, je dirais, le réveil matin qui est à 1 mètre de l'oreille, d'accord, parce que ça rayonne. Même le petit réveil à l'ancienne. C'est Même le petit important. réveil, parce que ça rayonne. Donc il faut qu'on en change ça, d'accord. Et après, effectivement, la solution, c'est qu'il faut qu'on en parle de plus en plus, parce qu'il y a un certain nombre de politiques qui prennent conscience de ça, du style, faites au minimum le changement de votre article qui date de 2002, quoi. Et soyez cohérents de vos limites, quoi. Allez faire un tour en Allemagne, alors, si vous ne savez pas en France. Et soyons combatifs aussi, en tant que citoyens. Soyons combatifs. Arrêtons d'être Soyons combatifs. dans la complainte. Et soyons toujours factuels. Ce que tu dis, voici la preuve. D'accord ? Ce que tu dis, voici la preuve. Elle est sur le site d'un institut de santé. Elle est sur le site, je dirais, d'un département à droite à gauche. Elle est sur le site officiel, d'accord, du téléphone en France. C'est 2450 MHz, 0,3 volts et autres, je dirais, par mètre. Ils ont oublié de mettre le kilomètre derrière. Enfin, pas le kilomètre, le poids, le kilogramme. Il est évident que c'est pas la même chose si on est à 1 mètre, j'irai de la boxe. Si on fait 1m80, j'irai 95 kilos. Ou si on fait 1m20, j'irai 40 kilos, quoi. Donc, à un moment donné, il faut être très... Redéfinir ces normes. Il faut revoir notre système juridique de référence, parce qu'il a bougé, être beaucoup plus cohérent. C'est le minimum, parce qu'on en est à protéger. On en est du style, dans les salles de café, tu fumes à l'extérieur. D'accord.
Et changer nos comportements, parce que ça, on est maître de nos comportements. Et donc, au quotidien, on peut déjà adapter certaines habitudes qu'on peut avoir. Nassima, un petit mot de la fin. Je voulais juste revenir par rapport au fait que c'est les ondes électromagnétiques, on est plus sensible la nuit. C'est très important parce qu'en fait, la nuit, c'est... Enfin, le jour, la nuit, c'est toute la communication avec les ondes cosmiques, aussi avec et la glande pinéale. Le repos du corps. Le repos du corps et la glande pinéale qui sécrète la mélatonine, qui est le plus puissant antioxydant de notre corps et le plus puissant régulateur du système rénine-angiotensine-aldostérone. Et donc, en fait, il n'y a pas de hasard. C'est-à-dire que la nuit, elle est faite vraiment pour communiquer avec le monde du sensible. Hein. C'est pour ça que les rêves et tout ça, c'est important. Et on s'est beaucoup attaqué dans les civilisations modernes au sommeil. Enfin, les gens, ils dorment plus bien. Enfin, tu m'obliges à rebondir. Vous allez nous laisser le studio. Juste 2 secondes, un exemple de ce que tu viens de dire. Je téléphone de mon lit juste avant d'aller au dodo. D'accord ? Téléphone et autres. Je coupe le téléphone. Eh bien, pendant la première demi-heure, études qui ont été prouvées, et autres qui font des études, pendant la première demi-heure de mon sommeil, j'entends encore les voix. Voilà. Merci beaucoup pour ce dernier exemple. En tout cas, pour conclure cette émission, j'aimerais tout simplement vous citer une dernière fois. C'est la dernière page de votre ouvrage que je trouve magnifique. Vous dites tout simplement, n'oubliez jamais que chez l'homme, le pouvoir de l'esprit, de la volonté et de la conscience est plus puissant que la technologie de contrôle mental effectuée par ces psychopathes. Voilà, pour moi, c'est important de finir cette phrase parce qu'elle est profonde. Et donc, je vous remercie pour cette enquête exceptionnelle, vraiment, sur un sujet complexe qui n'est pas forcément facile à aborder, qui est d'ailleurs pas abordé dans les grands médias et même trop peu dans les médias indépendants, alors que malheureusement des personnes souffrent directement de ces dommages à travers des témoignages comme V2K, mais toutes les personnes électrosensibles comme nous sommes tous, mais certains qui le sont de manière encore plus que d'autres. Donc pensons à eux aussi, c'est une manière d'être solidaire et fraternel de tous nos frères et sœurs qui subissent ces pollutions-là, au-delà de nous. Voilà, donc je rappelle l'ouvrage, 31 octobre 2023, c'est auto-édité pour ceux qui subissent les dommages des ondes électromagnétiques. Patrick Jolan et Nassima Bouzroura. Merci beaucoup. Je remercie aussi les 1550 abonnés de Citizen Light. Vous n'êtes pas assez nombreux, mais je vous remercie quand même. Et on espère vraiment que vous soyez plus nombreux pour pouvoir continuer à faire vivre ce média. Avec 1500 abonnés, ça va être compliqué de continuer un rythme d'une émission par semaine parce que voilà, on essaie de faire des belles émissions avec des beaux invités qui viennent des fois de l'autre bout de la France, voire même de derrière les frontières. Et voilà, c'est grâce à vous qu'on existe et c'est grâce aux nouveaux abonnés qu'on va pouvoir continuer et même pouvoir potentiellement produire plus de contenu pour avoir une information de qualité indépendante. N'oubliez pas, c'est nos objectifs et c'est 5-10 000 abonnés, c'est ambitieux, mais on a besoin de médias indépendants. Aujourd'hui, vous savez qu'on a les médias qu'on mérite et malheureusement, c'est dramatique. Donc, construisons ces médias dont on a besoin pour construire la liberté de parole, un accès à l'information indépendante et faire circuler la connaissance, aussi la contradiction, la diversité avec des gens de plein de disciplines différentes qui viennent se rencontrer pour aborder tous ces sujets-là. Donc, vous nous retrouvez sur citizen-v.com. Merci encore à nos deux invités. Merci à l'équipe d'Akina TV de nous avoir invités. On est ravis. Merci. Et merci aussi à Pierre Barnerias qui fait la confiance à de simples citoyens comme moi. À la base, je viens du monde du bâtiment et je suis heureux depuis maintenant plus de 10 ans de faire un journalisme citoyen indépendant, totalement indépendant. On n'a pas de consigne Citizen Light. On fait ce qui a du sens pour nous et on invite des gens qui nous tiennent à cœur. Belle soirée à vous.